Bonjour à toutes et tous, c'est Patrick Philippe Quinonero, je suis fondateur d'Agra Conseil, une société de conseil qui accompagne les entreprises et les dirigeants d'entreprises en Suisse à optimiser leurs dépenses et être plus performants grâce au métier des achats. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et on reçoit Alexandra. Salut Alexandra. Salut Patrick. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui parce que Alexandra, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on se connaît depuis très longtemps. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans quand on était stagiaire chez Parfum Christian Dior. Et Ouais, carrément. Et on se revoit 10-12 ans après, comme ça, comme si c'est rien n'était. absolument incroyable. Merci LinkedIn, merci les réseaux de nous lier encore tant d'années après. Si je devais te présenter aujourd'hui, comment tu aimerais que je te présente à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Alors, j'aime bien dire que je suis pas que le pro, mais j'ai quand même commencé par le côté pro parce que je suis quand même très tournée côté pro. Je suis coach et mentor et j'accompagne les coachs et thérapeutes qui veulent développer leur activité, attirer plus de clients. Et sinon, côté perso, je suis maman de 2 petits bouts de chou et j'habite à Grenoble depuis finalement seulement 2-3 ans pour me rapprocher des montagnes parce que j'ai une grande passion, c'est la rando. Ok, super. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Et bah écoute, on peut commencer. Première question que j'ai pour toi, c'est si quand on était stagiaire il y a 10 ans, plus de 10 ans, je t'aurais dit au détour d'un café, tu vas devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu m'aurais dit à l'époque? Alors, je t'aurais dit: «Ah ah, la grosse blague». J'en rêve au fond de moi, mais clairement, j'ai pas pris la bonne voie et je t'aurais dit: «Non, dans 10 ans, je serai directrice supply chain». Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, je ne peux plus continuer comme ça? Ouais, alors, pour bien comprendre, j'ai juste remonté un petit peu dans le temps. On est au lycée, je sais pas ce que je veux faire et là, dans ma famille, en gros, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu fais commerce si tu aimes bien l'éco ou ingénieur si tu aimes bien les maths. J'aimais bien les maths. École d'ingénieur sans me poser de questions, ça me fermera pas de porte. J'arrive en école, clairement, tous les métiers mécaniques et informatiques, tout ça, c'est pas pour moi. Je vais vers ce qui est le moins ingénieur possible, la logistique. Là, on se rend compte justement en stage, où je suis dans les transports chez Parfum Christian Dior et je commence à devenir accro à la reconnaissance au boulot et je pense que ça a vraiment été un truc qui a marqué mon début de carrière. J'y allais à fond, je travaillais à fond. J'ai fait comme ça 8 ans dans la logistique avec une seule idée en tête, aller grimper le plus vite possible. Et donc je grimpe, j'ai fait 5 postes en 8 ans, donc pas mal d'évolutions au sein d'une même boîte. C'est beaucoup, hein. Et ouais. Et j'arrive au premier stade de Graal quand on est jeune diplômé, le stade manager. Là, je me dis, ah, trop bien, ça y est, je suis manager. Et puis je me pose et je me dis, ouais, enfin maintenant, c'est quoi la suite? Et je vois qu'il y a encore 10-12 ans avant d'atteindre le poste de directeur supply chain, qui était mon objectif, et qu'il y a encore 10-12 ans comme ça. Et là, je commence à avoir mes premières questions de, c'est quoi cette course à la réussite? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu y vas? Ça fait pas de sens. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire pour les chips et les sodas. Donc globalement, mes missions depuis les 8 dernières années où je travaillais, c'est de me battre pour éviter des ruptures de chips et de sodas en magasin. On a vu mieux en termes de sens dans la vie. Et du coup, je me recentre un peu sur moi et je commence à me recentrer sur, OK, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer? Et en creusant, j'ai toujours adoré l'accompagnement. J'ai fait énormément de bénévolat, que ce soit pour accompagner à la recherche d'emploi, accompagner des jeunes en difficulté. Bref, il y avait tout un truc autour de l'accompagnement et je me suis dit, prends pas trop de risques. Fais une formation de coaching avec ton CPF en parallèle de ton job. Ça t'aidera dans ton job de manager et puis tu verras. Et à ce moment-là, je me disais, quand tu auras 40 ans et que tu seras directeur supply chain, tu pourras devenir ensuite coach de dirigeant. Donc j'avais un peu tracé ce truc-là, il y aura une voie de sortie quand tu auras 40 ans. Et je me forme au coaching. Et là, le principe du coaching, c'est de travailler sur les croyances limitantes. Je fais péter toutes mes croyances limitantes et je passe de tu sécurises et tu te reconvertiras quand tu auras 40 ans à vas-y, quoi, lance-toi Mhm. maintenant. Mhm. Et comme la vie est bien faite, il se trouve qu'on voulait déménager du coup avec mon mari. On était sur Paris, on voulait déménager proche des montagnes. Il a eu un job sur Grenoble et là, merci le système français, tu peux faire suivi de conjoint et avoir le chômage. Et je me suis dit, c'est ton signe. Lance-toi dans le coaching, tu verras ce que ça donne, t'as rien à perdre, t'as 2 ans de chômage. Et c'est comme ça que je me suis lancée et que je suis devenue coach. J'ai fait une version très longue là. C'est très bien, c'est très bien. On est là pour t'écouter et puis que tu nous expliques un petit peu comment s'est passée ta vie et puis ton changement entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que le point de départ, c'est une envie finalement d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance-là. Et on la vit tous, hein, très clairement aujourd'hui dans le monde du salariat traditionnel. On est tous là à la recherche de quête de cette reconnaissance au-delà du salaire, au-delà de tout ça.
toi, finalement, ce qui t'a permis de sauter un petit peu dans le vide, c'est le suivi de conjoint. Et Ouais. tu t'es dit, c'est l'élément déclencheur. Si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais, quoi. C'est ça, les opportunités d'avoir le chômage pendant 2 ans pour lancer un projet autre. Je me suis dit: «C'était maintenant». Je venais d'être formée en plus au coaching, j'avais ma certification. Tout était ouvert et je m'étais dit: «Au pire, tu rebondiras, tu retrouveras un job» et le risque financier était pas vraiment là. Ouais. C'est quand même une particularité de la France où vous avez quand même beaucoup de chance parce que je me suis retrouvé un petit peu dans la même situation pour différentes raisons. Mais quand tu te poses la question en Suisse de savoir est-ce que tu quittes le salariat pour l'entrepreneuriat, bah, il n'y a pas de parachute. En fait, il n'y Ouais, a pas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de chômage. Voilà. Donc si tu sautes dans le vide et c'est sûr que tu te poses beaucoup plus la question de savoir à quel moment je vais passer ce cap-là pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. je l'aurais clairement jamais fait sans le chômage. J'aurais lancé en parallèle, le coaching et quand ça se serait bien développé, j'aurais quitté. Mais j'aurais jamais pris, le risque financier. D'ailleurs, je le conseille à personne. Parce que quand tu te mets à mal financièrement, tu prends rarement les bonnes décisions. Mhm. Donc OK, la décision, elle est cool parce que c'est ce que tu veux faire. Mais dès que tu as les finances derrière qui te rattrapent, tu vas prendre des mauvaises décisions pour attirer plus de clients et cetera. Bref, moi, je conseille toujours, Mhm. la sécurité financière, avant tout. Et c'est vrai que je pense on est guidé par ça à un moment donné, la sécurité financière. Et c'est vrai que quand tu prends les mauvaises décisions parce que tu es au bord du gouffre et que tu dois te dire il faut que je prenne des clients, tu vas prendre les mauvais clients, ceux qui Mmh. vont te coûter de l'énergie, etc. Et je pense que c'est la meilleure situation pour retourner dans le salariat parce que tu n'as pas pu Exactement. réussir. Et du coup, en plus, tu retournes au salariat en te disant: «Ah, j'ai échoué, c'est pas fait pour moi». Alors que c'était peut-être fait pour toi, c'est juste que tu avais pas les bonnes conditions pour te lancer Mhm. proprement. Et c'est vrai que pour en revenir un petit peu à l'élément déclencheur, tu parlais de reconnaissance, mais on parle de plus en plus de burn-out qui devient de plus en plus, on va dire, on en parle plus facilement maintenant, mais on parle aussi de plus en plus de bore-out. Est-ce que c'est pas aussi ça, toi, qui à un moment donné, t'as fait dire, OK, le salariat c'est bien, la course à devenir directeur supply chain, mais c'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que je m'éclate le matin quand je me lève, je suis contente, j'ai la banane, et est-ce que finalement je suis contente de faire ce que je fais? Ouais, clairement, à l'époque, il y avait pas encore trop ces mots-là, mais c'était clairement un bore-out, avec, ouais, cette quête de sens de parce que du coup, je travaillais quand même comme une dingue, et je me disais: «Mais cette énergie que tu mets au quotidien, dans ton job, tu pourrais le mettre dans une cause qui a vraiment un intérêt, qui a du sens». Et Mmh. c'est là où je me suis dit: «C'est du gâchis, en fait». Tu Mmh. te lèves le matin, tu travailles comme une dingue, c'est vraiment du gâchis, mets ton énergie au service de quelque chose d'autre qui fait du sens pour toi. Et c'est là où a commencé, ouais, le vrai déclic. Je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis parce qu'à un moment donné, pour moi, il y a deux questions qui se posent. C'est le sens, la quête du sens du travail et puis la reconnaissance pour toi-même. Parce que quand tu dis toute l'énergie que je mets dans ce que je fais, moi, c'est pareil. J'ai toujours été hyper impliqué dans mon job. Je le prenais même parfois trop à cœur parce que je voulais toujours faire plus. Vraiment, je me fixais moi-même mes propres objectifs et tu as toujours envie de faire plus, prouver encore plus. Mais à un moment donné, quand tu ressens que ben, ça a peu de valeur pour les autres, ce que tu produis, Mmh. et que bah, on a le juste minimum de reconnaissance, bah, c'est là où tu te poses la question de te dire, mais en fait, pourquoi cette énergie, je la mets pas pour moi ou pour d'autres gens qui en ont plus besoin? Ouais, carrément, carrément, c'est exactement ça. Non, on est complètement d'accord. Yes. C'est pour ça qu'on se retrouve 10 ans après à parler d'entrepreneuriat parce que c'est finalement quelque chose qui nous guide. Personnellement, j'avais pas cette fibre quand j'étais plus jeune, mais je ressens aujourd'hui que je suis fait pour ça et que j'ai vraiment envie de m'éclater là-dedans. Et quand je me lève tous les matins, la journée est complètement différente et tu as des enjeux qui sont différents de la veille. Effectivement, moi, j'avais pas cette fibre de vouloir entreprendre quand j'étais plus jeune. Toi, si je me souviens, tu voulais devenir psy. Et aujourd'hui, tu es coach. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas repris tes études de psy et que tu es coach? Comment ça se fait? Ouais, alors, en effet, quand j'étais au lycée, j'aurais rêvé d'être, psy si on m'avait demandé vraiment ce que je voulais faire. Mais, psy, il fallait faire L, oh là là, dans ma famille, L, c'était même pas une filière, ça n'existait pas. Désolée pour ceux qui font L, mais c'est vraiment pas contre vous. Mais, voilà, c'était des études, c'était même pas un métier, je pense, pour ma famille, psy. C'était un truc de bénévolat, de passion, bref. Donc, j'avais l'idée, mais c'était vraiment au stade de: «Ça serait bien, mais vloup, allez, c'est pas possible». Inimaginable. Et ensuite, quand j'ai voulu me reconvertir, clairement psy,
j'ai plus en tête le nombre des années d'études, mais il aurait fallu retourner dans 4-5 années d'études. Inenvisageable Mmh. pour moi de faire autant d'années d'études. Alors que coaching, finalement, en me renseignant, bah, il y a des formations, ça va entre 6 mois, 1 an, 2 ans. Mmh. Et surtout, ça peut se faire en parallèle de son job. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le coaching. Je pouvais faire le truc en parallèle de mon job, prendre zéro risque, parce que, encore une fois, quand je me suis lancée, je m'étais dit, oh, tu te lanceras dans le coaching dans 10 ans, pas de pression. Donc, je pouvais y avancer vraiment petit pas par petit pas. Et c'est ça qui fait la réussite, je trouve, d'une reconversion. C'est le fait d'y aller petit pas par petit pas. On peut y aller en gros virage à 360 degrés, Mmh. mais dans ces cas-là, encore une fois, il faut avoir la sécurité financière Mmh. du truc. Il faut pouvoir s'assurer que ça marche bien. Là, j'avais une méthode par petits pas qui m'allait très bien. J'ai pu tester le coaching, ça me plaît, cool, je me lance dedans. Alors que psychologue, j'aurais pris un énorme risque. Mmh. J'aurais pris, supposons, j'aurais pas aimé les études, par Ouais, exemple, ouais. le risque était trop gros. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait petit pas par petit pas, parce que aujourd'hui, on va peut-être en parler après, mais je me rends compte que je préfère finalement la casquette mentor Mmh. que la casquette de coaching, OK. qui sont deux compétences. Ouais, quand même vraiment différentes. Il y en a un qui est plus dans la transmission, dans le partage, etc. L'autre qui est plus dans le questionnement. Mmh. Et c'est vrai que j'adore le parti questionnement, mais je suis plus la personne qui va, si je prends une métaphore, qui va aimer creuser le début d'un trou. Mais quand ça devient vraiment dur, là, qu'il faut creuser un peu plus, elle préfère changer de trou et creuser un autre trou. Et en fait, avec mes clients, c'est un peu ça. J'adore la partie où on va creuser les 80% du problème, on va trouver 80% des solutions. Mais alors, les 20% qui restent, qui vont prendre finalement peut-être 5-6 séances à aller vraiment en profondeur, c'est pas là où j'ai le plus de kiff. Mmh. Et du coup, dans le mentorat, j'ai ce truc où j'ai ma casquette de coach, où je peux déblayer vraiment une bonne partie de trucs rapidement avec les outils de coaching, et la casquette de mentor qui me permet de faire plus du conseil, de la stratégie, qui est aussi un truc que j'adore. Donc en fait, tu as trouvé finalement le bon mode en ayant cette double casquette qui répond totalement à tes attentes, à ce que tu as envie de faire et ce qui te permet d'accompagner au quotidien finalement des personnes en quête de réponses, Mm. très, très clairement, avec une double casquette qui te permet vraiment de toi, sur une partie ou sur l'autre, d'avoir ce plaisir qui répond à différentes parties de tes attentes, mais tout en ayant... Donc, ça se passe comment? Tu accompagnes les mêmes personnes sur la partie coaching et mentorat ou c'est des personnes différentes? Ouais, c'est exactement les mêmes personnes. En fait, pour faire un peu d'historique, donc je me suis lancée dans le coaching pour aider les salariés épuisés à retrouver leur voie, basé du constat que quand j'ai commencé du coup à faire ma formation par de mon job, j'ai Mmh. eu la prise de conscience de waouh, en fait, se reconvertir, c'est super simple. On en fait une montagne de oh, comment je vais faire pour changer de voie. Il y a plein de métiers où on peut facilement se reconvertir. Et j'avais envie du coup de porter ce message à tous les salariés qui s'enquiquinent dans un job, qui n'osent pas en changer, qui se disent c'est pas possible, c'est trop compliqué. En fait, non, j'ai testé. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Donc allez-y, posez-vous les bonnes questions, trouvez le job qui est fait pour vous et avancez par petits pas. Donc ça, c'est quand je me suis lancée. Donc j'ai fait pendant 2 ans, à peu près, un peu plus de 2 ans, l'accompagnement des salariés épuisés. Et en parallèle, donc on a notre casquette de coach, mais on a aussi la casquette entrepreneur. Et Mmh. là, j'ai découvert que j'aimais aussi cette casquette entrepreneur. J'ai suivi énormément de formations, je me fais beaucoup de fêtes accompagnées sur le côté stratégie, marketing, communication. Et vraiment, j'adorais ça. Et on a commencé, il y a des coachs qui ont commencé à venir me voir en me disant, bah, Alexandra, je vois que tu aimes cette casquette d'entrepreneur, que tu développes bien ton activité. Est-ce que tu pourrais m'aider à développer la mienne? Donc là, j'ai commencé à aider des coachs à développer leur activité et je me suis rendu compte que, bah tiens, ce côté mentorat, en Mmh. fait, je kiffe ça. Et ça avait pile poil en parallèle du moment où ma cible des salariés épuisés, je commençais un peu à m'en lasser et à être dans ce truc de, OK, c'est top, j'arrive avec la personne, elle trouve sa voie assez rapidement, mais alors les 20% pour la faire passer à l'action qui vont durer 1, 2, 3 mois, Mmh. là, je m'essoufflais. Ça commençait à plus être mon truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pivoté et je suis passée du coup à l'accompagnement des coachs et thérapeutes à développer leur activité parce qu'il y avait ce mélange coaching où on va débloquer certaines croyances, la relation à l'argent, la relation à la vente, le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et Mmh. le côté mentorat où on va aussi parler stratégie, communication, marketing. Et du coup, j'arrive à finalement construire le truc qui me correspond vraiment et où je m'éclate de A à Z dans l'accompagnement. Alors encore une fois, c'est aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, je changerai encore d'avis. Mais là, aujourd'hui, c'est Le l'éclate. le monde va très vite aujourd'hui, donc on peut vite, basculer sur d'autres envies, d'autres attentes et échanger un peu de voix, même nous, hein, en tant qu'entrepreneurs. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression, en fait, que du coup, tu t'es lassé un tout petit peu, de cette partie, accompagnement des salariés parce que
peut-être de nouveau une légère frustration de je fais le 80% et en fait les 20%, bah, c'est pas à moi de les faire, c'est à l'employé Mmh. lui-même. Euh, mais on peut retrouver cette frustration comme en entreprise, on peut la retrouver, de dire je fais 80% du job et puis derrière, bah, c'est la décision qui doit se faire mais qui ne dépend pas de moi Mmh. et je ne maîtrise pas ce 20%-là. Et en fait, tu te dis, ah, il y a des trucs qui capotent alors qu'en fait, le mec a quand même toutes les compétences pour pouvoir s'éclater dans un autre job. Et à un moment donné, bah, il franchit pas le pas. Alors que Ouais. j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle casquette où tu accompagnes plus des entrepreneurs, tu te retrouves en eux avec plus de besoins et ces gens-là écoutent plus ce que tu peux faire et tu as un accompagnement qui est beaucoup plus complet et qui leur permet et qui te permet au travers d'eux de plus avoir cette frustration. Ouais, alors il y en a toujours un peu, tu vois, parce Ou- que encore une fois, l'action, ça va dépendre d'eux. Il y en a qui vont dire, ah bah tiens, finalement, vu de mon activité, c'est pas forcément ma priorité. Ma priorité, ça va être ma famille. Finalement, j'ai pas besoin d'argent parce que j'ai mon mari qui gagne de l'argent. Bref, il y a plein de choses qui font que il y en a qui vont quand même, dans tous les cas, le coach, il est jamais responsable du résultat, il est responsable Mhm. du process. Donc il y en a qui vont pas passer à l'action. Mais c'est moins frustrant pour moi parce que la cible des coachs et thérapeutes, en fait, ils se sont déjà reconvertis. Exactement. Donc, ils sont quand même beaucoup plus prêts à passer à l'action et à sortir de leur zone de confort versus la cible de salarié qui est moins habituée à sortir de sa zone de confort. Mhm. Il y a plus un travail du coup sur cette fameuse méthode des petits pas, sur plein de. En fait, c'est 100% du mindset. Alors que dans l'entrepreneuriat et la cible que j'accompagne, on est moitié mindset, moitié stratégie. Et je pense que c'est le 100% mindset où je m'en lassais un peu. C'est exactement ce que j'allais te dire. Au moment où tu parlais, je me disais, en fait, c'est une question de mindset Mm. enfin, l'état d'esprit pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Mais je pense qu'en fait, l'entrepreneur a déjà basculé dans ce nouvel état d'esprit, ce mindset, alors que le salarié est encore dans ce mindset de salarié. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, t'entends beaucoup de gens qui se plaignent de leur job, du salaire, je gagne pas assez, je suis pas promu, j'ai pas eu la promotion que je voulais, je mérite plus, etc. Et moi, j'ai toujours été assez dur sur ça, en fait, à mon entourage proche, en disant, mais si t'es pas content, refais ton CV et puis tu bouges. Enfin, personnellement, j'ai été comme toi à la quête de cette évolution permanente, sortir de sa zone de confort. Ouais, effectivement, moi un jour, j'ai mon responsable achat qui m'a dit Patrick, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Ouais, mais si aujourd'hui le gazon il est pas assez bon pour moi, il faut quand même que j'aille voir. Mm. C'était quand même c'était son argument pour essayer de me garder. C'était Ouais. quand même assez lunaire. Mais d'autres se plaignent le soir, on boit une bière et puis ils se plaignent. Et à aucun moment ils vont reprendre le CV, ils vont refaire le CV, ils vont postuler, se mettre en danger finalement. Et l'entrepreneur, à l'inverse, il se met en danger systématiquement. Enfin, Mm. quand tu t'es lancé, tu t'es dit, effectivement, tu avais comment dire, Un package de un lancement de package, tu l'État. n'avais pas un parachute doré, mais tu as pu te lancer sereinement, mais tu as quand même pris un risque. Ouais. Non, non, clairement. Et en fait, après, pour reprendre juste un petit peu la défense des salariés qui veulent pas bouger, finalement, Je critique pas, hein, Ouais, ouais, non, c'est non. c'est un constat Mais juste où. c'est aussi une question de valeur et de ce qui est important pour toi dans ta vie. Mhm, Et ce que je dis, moi, quand j'ai des gens qui viennent se plaindre de leur job et qui bougent pas, je leur dis, OK, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ma famille, faire mon sport, etc. Et finalement, ils prennent pas le risque mhm, de mhm. changer de job parce que quand ils prennent un pas de recul, ils ont la vie de leur rêve. Et ils ont le job qui, OK, est chiant, mais qui leur permet d'être présent pour la famille, mais qui leur permet de faire leur sport, etc. Mhm. Et ce qui est du coup à travailler, et c'est ça en fait, c'est vraiment ce point-là où je m'ennuyais avec, on va dire, mes coachés. C'est ce point où ils n'arrivent pas à accepter que actuellement la situation c'est parfait par rapport à ce qui leur correspond, ou sinon si c'est pas parfait, il faut changer, mais ça a forcément des contraintes. Mhm. Et en fait, cette notion de tout changement nécessite des sacrifices. Ça, j'en suis persuadée. Tu peux pas faire un changement qui a pas une contrainte sur un autre côté. Ça va être un changement de forme, mais il y a forcément dans un changement des contraintes qui vont avec. Et ces salariés, en général, n'ont pas cette mentalité que des entrepreneurs ont beaucoup plus de bah, si je veux du changement, si je veux atteindre la prochaine étape, ça veut dire que je dois me mettre des contraintes. Mhm. Je suis OK avec, oui, j'y vais, non, je reste dans ma situation et je l'accepte ma situation. Et c'est cette notion de soit j'avance, soit j'accepte ma situation actuelle qui est bah ouais, du mindset finalement, Mhm. qui est vraiment important à prendre en compte et que certains salariés ont du mal avec.
Mais parce que aussi, on vend du rêve partout, que tu peux avoir une vie sans contrainte, tu peux te la couler douce avec une piscine, une Porsche, etc. Non, les gens qui ont la piscine, la Porsche, etc., ils ont plein de contraintes, ils ont eu plein de contraintes pour y arriver. Mais c'est le American Dream qui est en France, quoi, finalement. Et on voit, moi, j'ai de la famille d'entrepreneurs autour de moi, donc je sais ce que c'est la vie de l'entrepreneur et je le savais et je la connaissais avant de moi-même me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que d'autres parfois ont du mal à voir parce qu'ils voient la face visible de l'iceberg, la belle voiture, la belle Mm. maison, la belle montre, etc. Mais ils ne voient pas tous les sacrifices. Quand tu parles de sacrifices et de contraintes, moi ça me parle bien. J'ai toujours eu ma mère en fait qui disait bah oui ton père il dormait pas la nuit. Et en fait, ça, les gens, le salarié, bah, peu importe, le soir, il va se coucher et puis il va bien dormir parce que le lendemain, son salaire, il va tomber le 25 ou le 30 du mois. Alors que le patron, il ne sait pas si il a rentré assez de business, assez de chiffres pour pouvoir payer ses employés et après lui-même pouvoir se payer. Donc Mm. c'est absolument différent. Et c'est ça que les gens aujourd'hui se ferment un petit peu leur esprit en disant ah, lui, il gagne de l'argent, ah, c'est un escroc. C'est pas forcément un escroc, c'est un mec qui, à un moment donné, a fait des sacrifices qui ont peut-être payé. Et comme toi, tu as fait ces sacrifices de dire le salariat, je dis adieu à directrice supply chain. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi au début, au lancement, pour t'y retrouver finalement, pour te dire bah, je quitte ce job-là et je me lance dans l'entrepreneuriat. Euh, alors, il n'y a pas tant eu le regard des autres. Je pense que Ouais. cette partie-là, je l'avais bien travaillé en amont. Euh, Clairement, les gens se disaient, mais enfin, il y en a pas mal qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait elle se lance dans un délire de coach. Pourtant, elle était. Parce que personne ne l'a vu venir hein, autour de moi. J'étais vraiment la personne qui disait dans mon job ouais, tout va bien, nickel, j'adore mon job, je trace ma route, je vais être directrice supply chain. Donc, du jour au lendemain, ah bah non, tiens, je deviens coach. Donc, personne ne l'a vu venir. J'en avais. Enfin, j'ai demandé l'avis à personne d'ailleurs avant de me lancer. Mais il faut pas. Enfin, Voilà, faut pas. Non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent l'avis. Je sais que moi, je me suis lancée. J'ai dit, allez, on y va. Et après, on l'annonce. Du coup, j'ai pas trop le regard des autres. Plus cette. J'ai quand même un fort ego, pour être transparente. Et c'était plus ce côté, et si ça marche pas Le Mmh. fait d'échouer, je pense que c'était quelque chose que je me disais, c'est juste pas possible. Et dans les débuts, je me suis lancée en me disant vraiment, t'as pas le droit à l'erreur. Alors que j'avais le droit à l'erreur, hein, j'avais le chômage, j'aurais pu retrouver un job. Mais d'un point de vue égo, je sentais que j'avais pas le droit à l'erreur. Et je voulais surtout pas qu'on se dise, ah, il y a son mari qui gagne de l'argent, alors elle peut se lancer dans une petite activité bénévolat, là. C'est bon. Et puis, je me suis lancée du coup avec ma fille qui avait 3 mois. Ah, bah c'est bon, elle fait son année de congé parental avec sa fille, etc. Non, quoi, je voulais vraiment pas être associée à cette image-là. C'était pas pour moi un petit truc bonus avec ma fille de 3 mois. C'était vraiment un vrai job que je voulais lancer, une vraie activité. Donc, ça a été plus ça la difficulté. C'est du coup, dans les premiers mois, euh, je me mettais une pression de dingue pour faire de l'argent. Mais Mmh. vraiment, je pense que par rapport à la majorité des gens qui disent c'est bon, ça prend du temps. Moi, je mettais la pression et c'est. Alors, en fait, je dis qu'il n'y a pas le regard des autres. Là, il y avait le regard des autres qui, quand même, m'importait de qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne rapporte pas de l'argent. Mmh. Et du coup, l'une des difficultés que j'ai eues, c'est que donc, ma fille avait 3 mois. On a déménagé de région en même temps que la Mmh. reconversion. Donc, zéro réseau. Pas d'entrepreneur autour de moi de base. Une fille de 3 mois qui nous en a fait baver. C'était vraiment dur. Toutes les 2 premières années avec elle, on en a vraiment bavé. Et tu arrives sur les réseaux sociaux qui sont là où il y a les références de qu'est-ce que l'entrepreneuriat, puisque tu connaissais rien. Et tu te compares à que des gens qui n'ont pas d'enfants. Et là, moi, ça a été vraiment la grosse difficulté, me dire waouh, mais ces gens-là, ils arrivent à accomplir tout ça. Moi, je dormais pas la nuit, j'avais qu'une envie, c'était de dormir la journée. Et donc, ça a été vraiment cette difficulté, plus de la comparaison extérieure et au début, bah, les premiers mois, le salaire qui rentre pas, quoi. Mmh. Ouais, je pense que je peux te rejoindre sur la partie de l'ego. Et alors, le regard des autres, finalement, plus on vieillit, je pense, et plus on s'en fout. Ouais. Mais cet ego de dire il faut que je réussisse. Et Mm. si je réussis pas, en fait, alors moi, au final, je m'en fous parce que je sais très bien que cette aventure qu'on fait, on saura la revendre demain si on veut revenir dans le Mm. salariat. Ce que je dis à tout le monde, je suis pas en train de lancer un business de vendre des cacahuètes sur le port ou je ne sais pas quoi. Euh, je, je fais quelque chose qui est dans mon métier, qui est basé sur mes compétences. Et tout ce que je suis en train d'accumuler comme connaissances aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ça m'aidera demain, même sur un poste de salarié. Mm. Mais c'est sûr que se dire, et si je rate,
qu'est-ce qu'on va dire de moi? Parce que toutes ces personnes-là qui, autour de toi, même si tu leur demandes pas leur avis, se disent: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se lance? Il avait un bon job, il était bien payé». Et ces gens-là vont être les premiers à se dire, ceux qui critiquent ça un tout petit peu là, ils Mmh. vont se dire: «Ah je le savais, il allait se louper». Et en fait, ces gens-là, ils vont projeter leur propre insécurité sur toi parce que, en fait, ils se disent: «Mais moi je le ferai jamais». Et donc du coup, ils te critiquent parce que toi tu le fais, Mmh. comme la prise de parole sur les réseaux. Ouais. Très clairement, aujourd'hui, tu postes sur LinkedIn, je le fais. Nombre de gens, j'en suis sûr, autour de toi qui ont commencé à te dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, elle se met en avant, elle fait des vidéos, elle prend des selfies, et cetera». Enfin, ça te passe au-dessus, mais tu te dis: «Si je rate, ces gens-là, ils vont pas te louper». Ouais, non, c'est sûr. Alors moi, du coup, c'est parti avec le temps, parce que j'ai beaucoup Ouais. travaillé dessus, mais c'est vrai que quand je me suis lancée, encore une fois, déjà, je venais du monde salariat où c'est l'ego qui drivait ma carrière. Je me suis lancée avec quand même cet ego qui me drivait toujours un peu de il faut réussir, tu vois. Et après, j'ai vachement travaillé dessus. Maintenant, je sais que j'en ai plus rien à faire de ma réussite ou pas par rapport au regard des autres. Mais c'est le piège dans lequel je suis tombée et surtout la comparaison avec des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants. Alors là, tu vois, eux, ils peuvent travailler le week-end, ils peuvent se déplacer à droite, à gauche, toute la semaine, partout. Et toi, tu es là, alors attends, mon temps, il est compté, j'ai 5-6 heures dans la journée. Bref, compliqué. Mais c'est, récemment, on a vu, Inox Tag qui a fait son projet, et je trouve qu'à la fin, c'est assez beau ce qu'il dit. C'est un gamin de 23 ans quand même qui nous met une claque et qui dit, «Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous-même, et il faut que le vous-même de demain soit meilleur que celui d'hier». Mm. Et ça rejoint ce que tu dis, en fait, d'y aller petit à petit, petit pas par petit pas. Et clairement, l'objectif, c'est pas de se dire: «Lui, il est meilleur, lui, il est moins bon». Alors, moi, j'avais mon père qui me comparait toujours au meilleur, et je pense que ça vient beaucoup de l'éducation aussi. Oui. Parce qu'à chaque fois, quand j'avais 12 en maths et que je lui disais: «Non, mais il y en a, ils ont 8 et la moyenne, c'est 9», il disait: «Oui, mais il y en a, ils ont eu combien?» Bah, il y en a un, il a eu 19. Et il me disait: «Bah, c'est lui qu'il faut regarder, c'est pas les autres». Donc Ouais, forcément, j'ai eu la même éducation. Tu ramènes une note, c'était quoi la moyenne de classe et c'était quoi la meilleure note. Euh, je pense qu'on a eu un peu la même éducation, parce que c'est pour ça qu'on s'est rapprochés, je Mm. pense aussi, quand on était plus jeune. C'est parce qu'on a cette même éducation et cette même, finalement, cette même, comment on peut dire, exigence à la maison. Mm. Tout à l'heure, tu parlais de faire L ou de pas faire L pour faire psy ou pas. Bah moi, c'était S ou rien. J'ai dû me battre, et déjà à l'époque, j'ai déjà dû négocier avec mes parents. On parle beaucoup de négociations autour des achats, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire contre mon père, surtout parce que lui, c'était: tu fais scientifique, tu as les capacités de faire scientifique, et scientifique, ça t'ouvre toutes les voies. Et lui, en fait, il a jamais fait d'études, il est autodidacte, et voilà. Donc, pour lui, c'était une manière de se dire: mon fils, il va s'ouvrir toutes les voies. Et je dis: non, mais je veux faire scientifique, enfin, je veux pas faire scientifique, pardon, je veux faire ES, je veux faire de l'économie, je veux faire du commerce, voilà, et c'est vrai que j'ai dû me battre contre ça, et je pense que ça a drivé un peu nos premières années aussi, pour leur Mm. prouver à eux qu'on réussissait Malgré indirectement. le fait qu'on ne suive pas Exactement. la voie, carrément. C'est un peu la même chose qu'on reproduit aujourd'hui finalement, parce que pour prouver à nos parents qu'on avait fait la bonne voie, pris la bonne décision, on se disait: mais il faut que je réussisse, il faut que j'ai des bons jobs, il faut que je gagne ma vie. Au même titre qu'aujourd'hui, on se dit: il faut que je réussisse parce que il faut que je prouve aux autres que ma prise de risque, elle a été Ouais. la bonne. Bah, clairement, tu vois, moi, je sais que j'ai plus peur de ce regard des autres parce que justement, j'ai travaillé ce point-là exact de c'est quoi les bénéfices si ça marche pas par rapport au regard de mes parents. Parce que moi, globalement, c'est le regard de mes parents et de Mm. mon mari quand même un peu. Le regard de Ouais. mon parent et de mon mari, le reste, je m'en moquais un peu. Et j'ai vraiment travaillé ces points-là pour être ultra à l'aise sur OK, en vrai, aujourd'hui, si ça plante, si tout foire, si j'en sais rien, si je dois revenir dans le salariat. Alors, en vrai, je pense pas que je reviendrai tout de suite dans le salariat. Je trouverai d'autres Mm. alternatives. Mais si jamais ça échoue, OK, c'est OK et je suis OK avec le regard des autres et je vois les bénéfices à ce qu'on pense que j'ai échoué ou autre, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, et c'est quand même le thème du podcast aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de gens qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer. On en parle beaucoup sur les réseaux. Est-ce que c'est finalement ce qu'on entend sur les réseaux, c'est proche de la réalité, ou est-ce que du coup c'est un mythe, c'est complètement différent? Alors déjà, ça dépend de vous suivez, ceux qui nous écoutent, parce que, il y a des personnes qui vont pas tout dire, il y a des personnes qui vont être authentiques, donc je vais pas faire de généralité. Ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat qui est vendu en mode: «Tu vas faire rapidement de l'argent et après te la couler douce sur une plage à Bali», je n'y crois pas du tout.
Il n'y a pas d'argent qui coule sans que tu fasses rien. Même si tu fais de la formation en ligne, il faut quand même la vendre. Donc derrière, il y a du marketing. Peut-être que tu peux t'octroyer 3 mois sans rien faire, mais à un moment donné, il va falloir quand même travailler un minimum. Et, euh, et l'autre chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Mhm. Et ça, pour moi, mais c'est l'erreur numéro 1 de tous les entrepreneurs, enfin de tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, seulement pour une question de liberté. L'entrepreneuriat, si tu te lances dedans juste pour la liberté, mais tu vas être sacrément déçu. Pourquoi ? Parce que tu vas finalement te rendre compte qu'il y a énormément de contraintes. Mhm. Parce qu'au profit de cette liberté, tu vas déjà suivre les dictats de plein de personnes qui disent qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu te lances ci, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu vas voir que tu es ton pire patron et Mhm. tu vas driver vraiment tout ton truc avec des il faut, et finalement te retrouver à faire des choses qui ne te correspondent pas du tout sous raison que tu vas avoir une liberté de travailler quand tu veux. Oui, tu as la liberté de travailler quand tu veux, mais finalement, tu fais plus du tout ce que tu veux. Donc pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, oui, ça peut être pour la liberté, mais il faut surtout qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait une vocation derrière, dans ton activité même. Dans voilà, c'est quoi mon combat, pourquoi je me lance là-dedans, pour que tu arrives à accepter les contraintes et aller au-delà de la contrainte. On disait tout à l'heure, je te disais les salariés qui arrivent pas à voir que pour sortir de leur zone de confort et atteindre ce qu'ils veulent, il y a une dose de Mhm. contraintes. Et ben c'est exactement le même principe. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a des contraintes et si tu n'as pas une mission qui te porte vraiment, bah, tu vas te retrouver croulé sous les contraintes sans sens finalement, et dans la même situation que le salariat, tu vas juste reproduire la même chose et du coup bah, être un éternel insatisfait, quoi. Avec plus de stress. Avec plus de stress, exactement. Alors, en fait, le tout, c'est de trouver son why. Ouais. Et le why ne doit pas être soit la liberté, soit l'argent. Je pense Mm. que la liberté et ou l'argent sont une finalité de tu as atteint ta mission. Ouais, Je pense. exactement. Pour moi, faut le sens de ce que tu fais est ultra important dans l'entrepreneuriat. Bah sinon, tu pètes un câble, tu retournes dans le salariat, tu dis que c'était pas fait pour toi ou autre. Mais de la même manière que le sens est ultra important dans le salariat. Et c'est là où quand tu es dans le salariat, ok, tu as un manager, etc., tu as des contraintes, mais tu as la liberté de poser tes vacances normalement quasiment quand tu veux, la liberté d'être payé quoi que tu fasses quand Mhm. même, parce que pour te faire virer en France, c'est quand même compliqué. Dans l'entrepreneuriat, oui, tu as la liberté de partir en vacances quand tu veux, de travailler d'où tu veux, de faire ce que tu veux. Mais en vrai, tu as plein de contraintes parce que pour faire de l'argent, tu vas t'imposer un maximum de contraintes. Mhm. Et on dit tout souvent que bah, si je suis ma passion, c'est bon, l'argent va venir tout seul. Euh, oui, ça va venir tout seul, mais ça va prendre du temps. Si tu n'es pas prêt à mettre un minimum de contraintes, par exemple, si tu dis, ouais, moi, j'attends, ça va forcément marcher qu'avec le bouche à oreille. Ok, ça peut marcher qu'avec le bouche à oreille, mais ça va te prendre peut-être 7 ans. Est-ce que tu es prêt à attendre 7 ans? Parce que les contraintes d'attendre 7 ans, c'est que tu n'as pas de l'argent qui tombe, c'est que du coup, tu vas diminuer ton niveau de vie. Donc, encore une fois, tu vas te retrouver, quoi que tu fasses, avec des contraintes. L'idée, c'est de choisir les contraintes qui te correspondent le mieux et les contraintes qui sont OK parce que tu es vraiment animé par ça. Et je prends souvent l'exemple des personnes qui courent des marathons. Quand même, courir un marathon, les gens, ils kiffent. Et pourtant, il y a un sacré nombre de contraintes, hein. Contraintes alimentaires, contraintes d'entraînement, etc. Moi, à titre personnel, je ne suis pas passionnée par la course. Jamais je serais prête à accepter toutes ces contraintes-là pour faire un marathon. Mm. Mais les gens qui font le marathon, eux, ils sont passionnés. Et ils sont prêts à accepter les contraintes. Et ben, de la même manière, trouve l'activité, trouve le sujet qui te passionne, qui fait que tu seras OK avec les contraintes. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça parce que si tu es drivé uniquement par ce qu'on disait, l'argent ou la liberté, tu te trompes de combat en fait. Je pense Mm. que et tu seras pas prêt à accepter les bonnes contraintes. Moi, je le vois aujourd'hui, la liberté, pour moi, et c'est pour ça que je pense que je reviendrai jamais dans le salariat, pardon. C'est que, en fait, la liberté de travailler comme je veux. L'organisation, ça, c'est déjà une liberté, je trouve, de dingue de ne pas avoir de compte à rendre parce que tu rentres à 15 heures d'un déjeuner d'affaires ou parce que le vendredi après-midi, tu as pris ton vendredi après-midi. Moi, à l'inverse, je travaille parfois le samedi et le dimanche parce que je préfère préparer la semaine parce que j'ai plein de trucs à faire. Ça, c'est une agilité qui te permet, qui est une liberté qu'offre l'entrepreneuriat. Mais à l'inverse, la contrainte, c'est de se fixer des règles et de se fixer un cadre rigoureux parce que sinon, bah, tu bosses de chez toi, tu peux regarder Netflix dans la journée, tu peux te lever à 10 heures, tu peux... Et en même temps,
c'est quand même, il faut trouver, on entend beaucoup en ce moment parler de morning routine, c'est Mm. quoi? Ces coachs-là qui te disent, il faut se lever à 5 heures, faut lire le journal, il faut prendre une douche glacée, faut aller courir, ça c'est du bullshit. Enfin, c'est n'importe quoi pour moi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis pareil, il faut que ça te corresponde en fait. Moi, Mmh. pour moi, dès que tu te dis il faut que, tu pars dans la mauvaise direction. C'est est-ce que j'ai envie ou est-ce que il faut que? Si c'est il faut que, ok, comment je peux faire autrement pour que ça se transforme en j'ai envie? Et si c'est j'ai envie, c'est ok. Si tu as envie de prendre une douche froide parce que ça te fait du plaisir, ok, c'est top. Si tu as envie d'essayer, c'est top. Si tu dis il faut que je prenne tous les jours ma douche froide parce qu'on m'a dit que pour la santé de patati patata, non. Mais c'est là où, c'est quand même, à la croisée des chemins, je trouve, parce que il faut éviter d'écouter les gens qui te disent: «Il faut faire que», mais en même temps, on a de plus en plus de coachs et toi tu l'es, Ouais. et on essaye de plus en plus de se faire accompagner pour être drivé, pour, savoir exactement quoi faire. C'est quand même assez drôle, c'est assez cocasse comme situation parce que tu es en train de dire: «Il faut pas écouter les gens qui te disent ça». Je t'ai dit il faut. Il dit: «Il faut». Et c'est c'est, On pourra compter le nombre de il faut que j'ai dit dans ce podcast. Je pense que j'en ai dit pas mal. Mais, et c'est un très bon point. Je pense que quand tu suis des coachs business, des mentors, etc., c'est important de te dire c'est quoi leur prisme à eux, c'est quoi ce qui est important à eux. Parce que les il faut qu'ils vont te dire, c'est par rapport à ce qui est important pour eux. mmh, Moi, les il faut que je te dis, c'est parce que pour moi, ce qui est le plus important dans ton activité, etc., c'est de trouver du sens et faire ce que tu aimes. Les gens, il y a d'autres coachs qui vont te dire des il faut, mais parce que eux, ce qui est le plus important, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible. mmh. Et donc, c'est te dire, OK, j'ai tous ces coachs-là. Chacun a une cause qui lui tient à cœur, a des choses qui sont plus importantes pour lui, et vont me dire des conseils basés sur ça. Et se dire, OK, du coup, je vois qu'il y a un biais. Et on a tous des biais comme ça. Et dire, OK, cette personne-là, par exemple, la quête de sens, etc., c'est sa priorité. Elle va te dire des il faut que en fonction. Ok, je vais les écouter si aujourd'hui ma quête de sens c'est ma priorité, mais si aujourd'hui ma priorité c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible, par exemple, je suis pas la bonne coach. Mmh. Oui, je peux te donner des tips, mais c'est pas mon kiff. Donc c'est aller checker par rapport aux personnes que tu suis, lequel correspond le mieux à ce qui est plus important pour toi pour que les conseils soient les plus appropriés. C'est moi-même qui essaye de regarder un petit peu ça sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, c'est quand même aujourd'hui, devenu une plateforme business, hein, plus qu'avant, à l'époque où on s'était rencontrés, Je heu, cherche un job. c'est exactement ça, c'était un CV digital donc on n'osait pas poster, on n'osait pas commenter en se disant: «Mais si jamais il y a quelqu'un qui peut voir». Alors qu'aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Hem, Comment on trouve au-delà de ce que tu viens de dire, comment on trouve le bon coach? Parce que, bah, entre déjà, tu es en train de dire celui qui est pas adapté à toi, mais il y a aussi plein de coachs business, plein de coachs, qui se lancent dans le mentorat, le coaching, Mm. qui ont peu ou pas d'expérience, parce que c'est à la mode, parce que ça fait gagner de l'argent. Comment on évite de tomber dans le panneau du mauvais coaching? Si tu as des conseils à nous donner pour trouver vraiment quelqu'un qui va t'apporter de la valeur? Ouais. Alors déjà, pour moi, ceux qui suivent le phénomène de mode, ils tiennent pas dans le temps. Donc, tu vois, si la personne, elle est là depuis plus de 2 ans, tu peux dire elle a tenu dans le temps, que globalement, c'est qu'elle doit être bonne et qu'elle doit être à sa place. Ensuite, un deuxième indicateur, clairement, c'est les témoignages clients. Alors, je sais qu'on peut les falsifier, Mmh. mais c'est quand même un excellent indicateur. Et après, aujourd'hui, c'est regarder le contenu que la personne poste. Si ça te parle, c'est que c'est OK. Je pense pas qu'il y ait de mauvais coachs. Parce qu'encore une fois, je crache souvent sur le coach business qui est à Dubaï et qui va te prôner les 10 000 euros par mois en 3 mois. En vrai, je suis sûre que sa méthode, elle marche. Mais elle marche si toi, ta valeur numéro un, ce qui est le plus important pour toi, c'est de faire du fric le plus rapidement possible, qu'importe tout le reste. Mmh. Et par exemple, dans ma cible, les coachs et thérapeutes, il y en a plein qui sont pas prêts à faire tout et n'importe quoi, à renier leur valeur pour faire 10 000 euros par mois en 3 mois. Donc, c'est pas que c'est un mauvais coach, c'est simplement que c'est des mauvaises personnes qui vont le voir. Et je le vois parce que j'attire des personnes qui se sont déjà fait accompagner par d'autres coachs. Et il y en a qui vont me dire ah, ça s'est super mal passé. Et il va y en avoir d'autres qui vont me dire ah, ça s'est super bien passé. Mais pour le même coach, Mmh. exactement le même truc. Mmh. Donc c'est vraiment une question de toi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi et trouver la personne qui a cette même vision que toi de l'entrepreneuriat, cette même vision que toi du business pour que vous soyez totalement alignés. Mmh. Et après, du coup, s'il y a un minimum de témoignages, tu sais que globalement, c'est bon. Tu peux aussi demander d'avoir des contacts d'anciens clients pour Mmh. aller échanger avec Les les anciens fameuses clients. références, Voilà, les fameuses références. Et après, globalement, aujourd'hui, un vraiment mauvais coach, il se fait défoncer sur les réseaux et tu le vois.
Mmh. Tu vois, si vraiment il y avait la grosse arnaque, j'en ai en tête, je ne citerai pas le nom, je pense que tout le monde est au courant qu'il y en a un et en novembre, il est tombé, que c'est un mauvais coach parce que ça se sait en 2 secondes, OK. les arnaques. Et alors toi, si on prend ton cas personnel, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce qui te différencie des autres coachs par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux? Ouais, alors, déjà, moi, ce qui me différencie et pourtant je me fais beaucoup accompagner, dans des masterminds et cetera et à chaque fois tout le monde me dit: «Non mais Alexandra, ça ne peut pas marcher ton truc». C'est que j'ai pas de méthode. Si tu regardes tous les coachs business, ils ont une méthode. La méthode pour trouver, tes clients, c'est les réseaux sociaux. La méthode pour trouver, tes clients, c'est, la prospection. La méthode pour j'ai pas de méthode, parce que ma méthode, c'est de ne pas en avoir, c'est de trouver la méthode qui te correspond le mieux. Mmh. C'est-à-dire que moi, je prône vraiment, pas forcément les 10 000 € par mois en 3 mois au plus vite possible, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, on l'entend souvent, c'est un marathon, pas un sprint. Mmh. Je suis totalement d'accord. Mon objectif, c'est que les gens tiennent dans la durée, sur le long terme. Du coup, on va trouver une stratégie que tu es capable de tenir sur la durée. Sur 3 mois, tu peux tenir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es capable de tenir sur 5 ans? Mmh. Non. Bon, bah alors, va pas faire les réseaux sociaux ou va le faire autrement. Mmh. Trouve vraiment la manière de faire que tu es capable de tenir sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ma première marque de fabrique, ma première différenciation. J'appelle ça stratégie et alignement. Et le troisième pilier pour me différencier, c'est le mouvement. Je suis persuadée que tu prendras les meilleures décisions en mouvement. Et plus particulièrement, moi, ce que je prône, c'est la marche. Parce que j'adore marcher, j'adore la randonnée. Après, si tu veux faire en vélo, en courant, bref, chacun son truc. Mais c'est pas en étant posé derrière ton ordinateur à chercher des idées, à te dire c'est quoi la meilleure décision que je dois prendre, que tu vas la trouver. Ta vraie prise de conscience, pour moi, tu vas l'avoir quand tu vas aller marcher, prendre du recul, euh, faire un petit temps de reconnexion à toi qui va te faire y voir d'un coup beaucoup plus clair que quand tu restes enfermé chez toi. C'est vrai, ça me fait rire parce que, heu, quand tu es entrepreneur, la bonne idée, elle vient jamais au bon moment. Non, elle Heu, vient quand tu es en mouvement, quand tu es sous la douche, quand tu es... elle peut venir, quand tu es en train de t'endormir et que là, moi, ma femme, des fois, elle me voit prendre le téléphone, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es encore sur ton téléphone?» Je dis: «Mais non, en fait, c'est juste que j'essaie de m'endormir» et puis forcément, bah, comme on en revient aux contraintes, voilà, tu te couches et tu dis: «Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire demain?» et cetera et tu y penses et puis d'un coup, tu dis: «Ah, ta» et puis tu vas dans les notes et tu prends tes mm, notes et c'est vrai que le mouvement, ça sécrète, je pense, de la dopamine. de la dopamine Ouais. qui te permet de mieux aérer ton cerveau et de penser à d'autres choses et de pas forcément marcher. Je sais pas comment toi tu fais, mais quand moi je vais marcher le dimanche ou en semaine pour essayer de m'aérer l'esprit, j'essaie de pas penser au business et d'essayer de penser à d'autres choses. Et puis d'un coup, en fait, ça revient et cette créativité revient en disant: «Ah, tiens», ou alors en discutant avec quelqu'un, tu te dis: «Ah tiens, j'ai pas pensé à ça» et puis finalement, c'est en train d'arriver. Mais tu sais, d'un point de vue neurosciences qui explique ça, en fait, quand tu marches, quand tu es en mouvement, tu as l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie de ton cerveau qui est responsable globalement de tes peurs, de la sécurité. C'est un peu l'instinct primitif, celui OK. qui veut te faire sécurité à fond. Quand tu es en mouvement, l'amygdale, en général, se désactive dans la majorité des cas. Et du coup, tu as accès à ton lobe préfrontal beaucoup plus facilement. Et le lobe préfrontal, c'est justement celui de la créativité, de la prise de décision, de celui qui va partir en live et s'imaginer que tout est possible. Et du coup, quand tu marches, bah, tu as accès directement à cette partie de ton cerveau qui pense que tout est possible. Un peu comme, je sais pas, quand tu es en vacances, je sais pas si tu marches un peu pendant tes vacances, mais tu refais le monde, quoi. Ah Mmh. tiens, et ci et ça, ah, et puis un jour, j'aimerais bien faire ci et ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ton cerveau qui se met en mode du coup sécurité et plus insécurité et du coup te permet d'accéder à ta créativité. Et c'est ça qui fait en fait que tu as une prise de recul beaucoup plus puissante que quand tu es statique Mmh. ou quand tu es statique en général, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out, c'est ton amygdale qui prend le dessus, ton amygdale qui te fait penser que aux peurs, à la sécurité, à il faut pas prendre trop de risques et qui fait que du coup bah, tu bloques ton accès à la créativité. C'est pour ça que je suis toujours, en train de marcher dans tout le tour de la maison quand je suis au téléphone. Mm. C'est sûrement pour ça. En fait, Ouais. moi, chez mes parents, j'avais une table, ronde, et mes parents me disaient: «Mais tu fais 25 fois le tour de la table quand tu parles au téléphone». C'est absolument, incroyable. Je ne peux pas rester assis, même au bureau, les gens, ça les rendait fous parce que je me levais de ma place pour marcher au téléphone. Ah bah, c'est une super bonne habitude parce que du coup, tu es en mouvement et ton corps étant en mouvement, le cerveau se dit: «Ah, c'est bon, on est en sécurité, on peut aller, on peut se mettre en mouvement, quoi», le cerveau aussi. Alors que quand tu es assis statique,
C'est un peu genre, oulala, le corps là, il est devant un lion, pourquoi est-ce qu'il est statique comme ça? Il y a un Mhm. truc louche, faut faire attention. Alors que non, il n'y a pas de truc louche, c'est juste qu'aujourd'hui, on est tous derrière des bureaux. C'est con. Ça peut- Le corps, il n'a pas assez évolué. Il n'a pas évolué assez vite par rapport à l'évolution de nos vies. Et l'autre effet négatif, quand même, de côté statique, c'est justement, ça sécrète pas de la dopamine. Alors que Ouais, quand tu es en mouvement, tu sécrètes de la dopamine qui permet de baisser le taux de cortisol, de baisser ton taux de stress. ouais. Et aujourd'hui, tous les burn-out, ils viennent d'où? Ils viennent du fait que quand tu es assis, tu as ta cortisol qui augmente, ton stress augmente, tu n'as pas la dopamine qui vient diminuer tout ça, Mhm. et bah, tu es en épuisement. C'est pour ça qu'on voit aussi de plus en plus de managers qui essayent de faire des réunions actives Mm. de marche. Alors, on n'en voit pas tant que ça, mais on a quand même eu ce phénomène où on en entend de plus en plus de la réunion active. On marche une demi-heure et puis on parle comme ça, qui serait beaucoup plus Productive. efficace, productive, qu'on se met dans une salle et puis on ferme la salle à clé et puis on Ouais. trouve les idées, quoi. Ouais, carrément. Et donc, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent: Ah non, mais il faut absolument que je reste toute la journée sur mon ordinateur pour faire de la création de contenu, pour faire ci, pour faire ça. Sinon, c'est d'une perte de temps. Non, la perte de temps, c'est de rester tes fesses assis toute la journée sur ta chaise. Et je trouve que ton approche, elle est vachement intéressante parce que le fait de... Ma stratégie, c'est de ne pas avoir de méthode parce qu'en fait, on est tous différents. Et je pense, quand j'entends Éric Larchevêque qui dit dans un podcast, ma morning routine, c'est je me lève à 5 heures, je fais ci, je fais ça, et qu'après, il dit non, mais en fait, je rigole, je me lève à 9h30 du matin. On prend une claque quand même parce Mm. qu'on se dit un des mecs qui va être mon associé, qui a un patrimoine estimé à 200-300 millions d'euros, qui a quand même réussi dans sa vie, financièrement parlant, Ouais. et dans ce qu'il a accompli, te dire non, mais tu peux te lever à 9h30 parce qu'il y a des gens qui sont plutôt du soir, du matin. Moi, je sais que j'aime bien des fois, le midi, prendre une pause et à midi, quand je déjeune, je regarde une série Netflix pendant 3 quarts d'heure ou 1 heure. Ça te permet de t'aérer. Et puis d'autres qui vont vouloir bosser de 8h à 20h. Et je pense que c'est vraiment différent en fonction de la personne que tu as en face de toi. Ouais, c'est ce qu'on appelle le biorhythme. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est, je pense, un des gros problèmes du salariat, là. C'est que le salariat est fait pour les gens qui, Mhm. globalement, travaillent de 9h à 18h. Mhm. Et c'est pas fait pour les gens qui sont du matin et pas fait pour les gens qui sont du soir. Alors que tu t'enlèves une énorme productivité si tu autorisais les salariés du matin à travailler de 5h à 16h, parce que tu Mhm. sais qu'après 16h, de toute façon, ils ne foutent plus rien. Ouais. Et ceux qui sont du soir commencent à travailler peut-être à midi, parce que tu sais qu'avant, de toute façon, ils ne sont pas productifs. Mhm. Et c'est là où, quand tu es entrepreneur, c'est important de savoir, toi, quand est-ce que tu es le plus productif. Ouais. Et à titre d'exemple, moi, j'étais persuadée au début que j'étais plus du matin, parce que j'ai toujours été une lève-tôt. Et du coup, j'étais très productive le matin. Donc, en général, je me forçais à faire les réunions l'après-midi et toute la créativité, etc., le matin. Et, et ça marchait pas tant que ça, tu vois. Et en faisant vraiment attention, ok, si je m'amuse à changer, à mettre mes réunions le matin maintenant et ma productivité l'après-midi, est-ce que je suis plus productive? J'ai découvert que oui, je suis du matin dans le sens où je me lève tôt, Mhm. mais ma productivité pour être vraiment à fond dans du deep work, elle est entre 15h et 18h. Et alors là, mais je suis à fond et je te dégomme tout. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai mes enfants à aller chercher à 17h30 qui me cassent dans mon truc. Donc, je me dis, je pense que je pourrais aller encore plus loin dans du 19h, 20h. Mais j'ai une grosse productivité qui est l'après-midi. Et on ne pense pas assez souvent à faire des tests, Mhm. justement, à tester, OK, quand est-ce que je suis plus productive? Si je m'amuse à changer un peu mon agenda, est-ce que ça peut donner des choses mieux? Parce que c'est pas qu'une histoire de se lever tôt ou se coucher tôt. C'est aussi une histoire de quand est-ce que tu as la plus grande énergie pour faire du sport, quand est-ce que tu as la plus grande énergie pour te concentrer, quand est-ce que tu as la plus grande énergie pour être créatif. Et c'est vraiment à différents moments de la journée et ça dépend de chacun. Pour moi, être entrepreneur, en fait, c'est un équilibre. On parlait de mindset tout à l'heure, etc. Mais pour moi, c'est un équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, où est-ce que tu places le curseur, etc. Entre tes contraintes, les sacrifices, entre l'agilité, la liberté que tu peux avoir, entre toutes ces choses-là. Parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu es le maître de ta vie. Alors quand tu es salarié, tu es guidé par ce qu'on te demande de faire. Tu as des jobs où tu as plus ou moins de liberté pour pouvoir prendre des décisions, d'être proactif, etc., prendre des initiatives. En revanche, tu as un cadre qui est quand même, comme tu viens de le dire, assez rigoureux Mm. et finalement qui nous permet pas de s'émanciper comme on veut. Euh, et c'est vrai que cette façon de s'organiser comme on veut, et pas forcément comme on veut, mais plutôt comme on devrait bosser parce que c'est là où on est bon, ça fait partie des qualités d'un bon entrepreneur pour moi. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, Quelles sont les autres qualités qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur qui
doivent de toute façon se retrouver chez quel que soit le profil pour pouvoir réussir? Il y a bien des ingrédients qu'on doit mettre pour que la formule, elle marche. Ouais. Si je rebondis, tu vois, sur ce truc de t'es maître de ta vie professionnelle quand tu es entrepreneur, c'est exactement ça. Et il y en a qui, pourtant, ça va leur faire peur et vont du coup aller suivre les dernières tendances. Mmh. Tu sais, donc je suis maître de ma vie, mais oulala, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais suivre les dernières tendances. Donc, on vont passer de tendance en tendance à tiens, il y a un tel qui dit que la meilleure méthode du moment, c'est ça. Puis après, il y a tel qui va dire que c'est la meilleure méthode, c'est ça. Pour moi, une grande qualité d'un entrepreneur, c'est constamment être capable de prendre du recul et remettre en question les choses. Mmh. Ok, il y a telle nouvelle tendance. Si je prends un peu de recul, est-ce que ça me correspond déjà? Parce Mmh. que, encore une fois, tout marche. Clairement, toutes les tendances marchent. Je pense que tu peux trouver des gens qui font des millions avec des petits produits à 15 euros, des gens qui font des millions avec des grosses offres high ticket, des gens qui font des millions avec des abonnements. Bref, tout marche, que ce soit en termes de business model, en termes de stratégie de contenu. Tu as des gens qui cartonnent avec du fast cam, tu as des gens qui cartonnent sans faire de fast cam. Bref, tu as tout. Mmh. Mmh. L'idée, c'est de se dire, OK, par rapport à tout ce que je vois, je prends du recul, je remets en question, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est basé sur mes forces? Si je suis pas à l'aise en vidéo, non, ne te lance pas dans de la vidéo. En tout cas, travaille sur toi avant. Mais si vraiment tu n'aimes pas du tout ça, travaille sur toi pour voir si c'est du mindset qu'il faut travailler. Mmh. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont dit ah, j'aime pas la vidéo, alors que c'est en fait le regard des autres à travailler et tu fais péter ça et les gens adorent la vidéo. Mmh. Donc voilà, voir si c'est du travail sur toi ou si c'est vraiment un truc qui te correspond pas. Mais va dans des stratégies qui te correspondent et ça, peux le faire en prenant du recul et en Mmh. te questionnant quotidiennement. Ok, aujourd'hui, est-ce que j'ai pris du kiff? Non, pourquoi? Comment je pourrais faire pour ajouter du kiff? Parce qu'encore une fois, on l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est du long terme. Mmh. Pour moi, donc une des qualités numéro une aussi, ça fait la numéro 2 ex aequo, mais c'est de penser long terme. Ouais. De ne pas penser court terme. Court terme, tu vas te faire que des mauvaises décisions. Pense long terme, ton objectif, c'est d'être là. Alors, sauf si ton objectif, c'est juste de faire de l'argent en 6 mois et après de partir. Oui. Mais ton objectif, si c'est sur un truc qui te passionne vraiment, c'est d'être là peut-être encore dans 10 ans. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être encore là dans 10 ans? Qu'est-ce qui me fait vibrer, qui fait que je tiens sur la durée? Pour moi, c'est la vision. En Ouais. fait, c'est d'avoir une vision et de se dire où est-ce que je dois être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que ta vision, elle va peut-être évoluer. Comme je disais tout à l'heure, tout va très vite aujourd'hui. Donc finalement, ce qu'on se dit aujourd'hui, peut-être qu'on se retrouve dans 10 ans. Ah bah, je te dis, qu'est-ce que je dis? C'est de la merde il y a 10 ans. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà, je vous préviens, Je ne suis m'écoutez directrice pas. supply chain. Mais pour en revenir à la base de l'entrepreneuriat et de ce que tu entends à droite à gauche, moi je lis de plus en plus les gens qui disent ouais non mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut tester ton produit, il faut faire un petit POC, voilà, un proof of concept parce que il faut le tester le marché, etc. Pas besoin d'un business plan et pas besoin d'un business plan. Enfin, aujourd'hui, moi, je ne conçois pas de démarrer un business sans business plan. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qui te donne c'est le moment quand même d'introspection, de se dire c'est quoi ma mission, c'est quoi ma vision, quels sont mes objectifs, c'est quoi le but de l'entreprise. Et surtout, moi, quand j'ai construit le mien, je me suis retrouvé à revoir mes cours d'école de commerce et parler de SWOT. Et en fait, le SWOT à l'école, quand on était en école d'ingé, Ouais. je pense que tu en Ouais, as je fait en vois, école tu parles, d'ingé, ça me parle. je me disais, mais ça sert à quoi ce truc? En fait, en école de commerce, on le faisait sur des cas fictifs, donc on n'arrivait pas trop à se projeter. Je disais, mais ça sert à quoi? Alors qu'en fait, aujourd'hui, quand je l'ai construit pour Agora, je me suis dit, mais ça prend tout son sens. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi le SWOT? Ça veut dire que tu as des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Et tu te dis, mais en fait, il faut que je joue à fond sur mes forces Ouais. et sur les opportunités et que je limite au maximum les menaces et mes faiblesses. Donc ça veut dire que force et faiblesse, il faut que tu arrives à faire de l'introspection de toi-même pour te dire, c'est quoi mes forces et comment je vais pouvoir les utiliser pour réussir et quelles sont mes faiblesses et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour les limiter au maximum parce que c'est des choses que tu maîtrises alors que les opportunités, les menaces, tu les maîtrises Ouais. pas forcément. Mais déjà, ce qui te relie à toi, mes forces et mes faiblesses, bah, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment les utiliser pour réussir. Carrément. Et c'est plus important, je trouve, de travailler sur ses forces que de travailler sur ses faiblesses. Parce que si tu Mhm. as une force qui est, je sais pas moi, la prise de parole en public, et que tu travailles dessus, tu peux être de numéro 1 en 2 secondes. Mhm. Si tu t'amuses à travailler sur une faiblesse de la prise de parole en public,
tu vas peut-être passer, je sais pas, 1 an à travailler dessus pour arriver numéro 506, quoi. Ouais. Donc, tu as tout intérêt à d'abord développer tes forces, développer le strict minimum des faiblesses pour arriver au strict minimum, quoi, au minimum vital. Ouais. Mais mise tout sur tes forces, vraiment. Et c'est ce que je dis toujours à mes clients. Un des premiers exercices qu'on fait, il y a un test que j'adore, attention, super accent, Clifton Strength Finder. Voilà, super accent. Gallup si je prends le nom de la marque, est plus simple à dire. Mais qui a un test qui va justement te sortir tes 5 forces. Et là-dessus, on va les creuser. OK, ces 5 forces, comment je peux les utiliser pour que ça soit une stratégie qui permette d'attirer des clients. Et on le voit aujourd'hui aussi avec le personal branding qui prend énormément de place. On achète beaucoup plus sur l'authenticité de la personne. J'achète parce que Patrice qui partage, ça me parle, etc. Et donc, plus tu mets en avant tes forces, plus tu deviens iconique autour de tes forces et plus tu deviens magnétique. Ouais, et je suis complètement d'accord. C'est l'authenticité qui prime aujourd'hui. On va acheter Patrick, mais pas Agora. Enfin voilà, c'est moi qui incarne les valeurs. Moi, j'en reviens toujours aux valeurs et c'est ça qui doit nous guider très clairement et dans le choix d'un fournisseur, dans le choix de quelles valeurs il porte et est-ce que je m'y retrouve dans ces valeurs. Et pour en revenir à ce que tu viens de dire par rapport à jouer sur les forces et moins sur les faiblesses, je trouve que c'est un peu ce qu'on retrouve malheureusement dans le salariat, où en fait les formations qu'on va mettre à disposition vont être pour combler des faiblesses et pas pour se dire tiens, Alexandra, quand elle était chez PepsiCo et qu'elle travaillait dans la supply, où est-ce qu'elle est très forte et où est-ce qu'on va lui donner une formation pour qu'elle soit encore plus forte. Et je trouve qu'on a toujours cette crainte-là parce que malheureusement, on doit se développer, le monde évolue vite. Et quand tu es entrepreneur, tu te dis, OK, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Là, on parle d'IA. Enfin, j'en suis sûr que tu as fait une formation sur l'IA. L'IA, c'est incontournable. Là, Je l'ai faite. Il y en a plein d'autres qui se disent, oh là, moi, j'y vais pas. Donc, tu joues sur tes forces parce que tu sais que ça peut être un accélérateur pour toi et tu le conçois comme un outil qui va t'apporter plein de trucs. Alors que plein de gens dans le salariat se disent, ouh là là, la première réaction, c'est, on va me piquer mon job. Ouais. Alors que là, moi, pour parler d'IA, mais faut monter dans le wagon. Je pense que si tu montes pas dans le wagon maintenant, tu restes sur le quai et le quai, il va se détériorer et ça vaut pas le coup de rester là-bas. Donc, et pour parler de l'IA, en fait, dans tes forces et tes talents, pour moi, il y a un truc à différencier, c'est ce qui est outil. Et l'IA en fait partie. L'IA, c'est un outil. Pour moi, tout ce qui est outil, c'est pas une question de force ou faiblesse, c'est une question de tu t'y mets ou tu t'y mets pas. Là, il y a pas longtemps, je sortais un post justement sur le fait que ton enfant, dans les outils, il y a le langage. S'il vient te voir un jour en mode j'ai pas envie de parler, maman, ça me saoule, est-ce que tu vas dire ouais, ok, d'accord, pas de souci, continue avec je sais pas moi, tes 3 mots que tu connais et on s'arrête là? Non, tu as besoin de l'outil langage pour parler et on est tous capables de l'apprendre. Et de la même manière, tout ce qui est outils informatiques, IA ou autre, tout le monde peut l'apprendre. C'est pas une histoire de compétence d'être intelligent ou pas, c'est l'histoire de se poser 1 heure pour comprendre un outil. Versus, pour moi, les forces qui sont plus en gros sur tes soft skills, qui vont être, je sais pas moi, la prise de parole en public, ta capacité à relationner avec des gens, ta capacité à avoir de la vision. Bref, tout ce qui est plus soft skills, là, tu vas en effet miser sur tes forces. Mais les faiblesses outils, pour moi, il faut les travailler quoi qu'il arrive. Les outils, aujourd'hui, c'est ce qui va t'aider à aller plus loin, à décupler ton activité. Donc vraiment, s'il y en a qui nous écoutent, qui disent « Ah, cool, parce que alors moi, ma faiblesse, c'est les outils, alors hop, je vais pas m'en occuper. » Non, les outils font pas partie des faiblesses. Pour moi, c'est pas des compétences. Enfin, si, c'est des compétences, mais des compétences hard skills qui sont compréhensibles et maîtrisables par tout le monde en quelques heures. Alors, avant que tu dises hard skills et soft skills, dans ma tête, je t'écoutais activement. C'est quand même. Mais je me disais, c'est hyper pertinent de parler de ça parce que l'outil fait partie de hard skills. Pour moi, le hard skills, en fait, c'est l'expertise. C'est comment je suis en capacité de maîtriser les outils pour pouvoir être un bon acheteur ou pour pouvoir être un bon coach, etc. Là où je pense que ces dernières années, on a beaucoup parlé des softs. En disant non mais ça c'est quelqu'un de bien parce qu'il sait parler, il sait prendre la parole, il sait faire ci, etc. C'est le mindset, c'est ses valeurs. On a beaucoup plus parlé des softs alors qu'on a un peu oublié les hard. Même aujourd'hui on entend la Gen Z, on parle de non mais ils n'ont pas l'expérience mais ils sont bien parce qu'ils ont plein d'idées, etc. Oui mais si tu n'as pas le bagage minimum de hard, comment tu vas faire pour être performant en fait? Ouais, mais ce bagage minimum de hard, il est facilement, tu peux facilement monter en compétence.
Mmh. Je pense que tu vois, je sais pas, un jeune diplômé qui arrive, qui sait pas faire, qui sait pas maîtriser Excel, ok, en 3 heures, je te le maîtrise. Lui faire apprendre la prise de parole en public, lui faire Mmh. apprendre la Mmh. prise d'initiative, l'autonomie ou tout ça, waouh, là, tu te colles sur un autre sujet. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on prend énormément les soft skills, parce que c'est le plus dur à apprendre. C'est le plus dur à monter en compétences. Et là, je pense que ça dépend justement de c'est ta force ou pas. Versus les hard skills où, en vrai, tu colles une formation de 3 heures et on n'en parle plus, quoi. Et si du coup, il y en a qui nous écoutent et qui sont salariés ou entrepreneurs hein, déjà, et qui se posent la question d'un accompagnement, un pas d'accompagnement, coach, pas coach, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui devrait se poser comme question et quels sont les signaux qui devraient leur faire dire j'ai besoin de me faire accompagner. Alors déjà, si tu hésites, c'est que tu as besoin de te faire accompagner, je pense. Ok. Si tu te poses la question, c'est que tu as quelque part un truc qui te bloque et donc l'accompagnement peut faire sens. Après, les signes qui montrent que tu as besoin de te faire accompagner, pour moi, c'est dès que tu ressens de la frustration parce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Hmm. Donc, c'est pas compliqué. Ça fait 3 mois que j'essaye de vivre de mon activité, ça marche pas. Ok, soit tu continues seul, mais dans ce cas-là, tu as une stratégie pour changer parce que c'est Einstein qui disait c'est en faisant toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Je sais pas si c'est Oui. exactement ça, mais bon, l'idée est là. Donc, soit tu dis, OK, j'ai une nouvelle stratégie à tester, donc je me laisse 3 mois de plus. Mais si depuis 3 mois, ça marche pas et que tu dis, bah, allez, je continue à faire la même chose pendant 3 mois, il n'y a pas de raison que ça marche mieux. Et tu as perdu 6 mois. Et tu as perdu 6 mois, exactement. Donc là, fais-toi accompagner. Si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif et que ta stratégie, c'est de continuer de faire la même chose, clairement, à un moment donné, ça va bloquer. Pour moi, ça, c'est vraiment un red flag de faut me faire accompagner. Tout ce qui est frustration, justement, tu n'es pas à ta place, tu te sens pas bien, tu as des trucs que tu n'arrives pas à faire. Si tu procrastines et que tu n'arrives pas à mettre le doigt sur c'est quoi la source de la procrastination, tu as sûrement besoin justement de te faire accompagner. Et de manière générale, aujourd'hui, enfin moi je vois pour mes enfants, dès qu'ils auront l'âge, je pense que je les ferai accompagner jusqu'à la fin de leur vie parce que tu as toujours un travail à faire sur toi, un travail à faire pour atteindre un autre niveau. Euh, Ça vaut le coup quand même de temps en temps faire des pauses. Moi, la première, tu vois, il y a des moments, je me dis, allez, là, pendant 6 mois, je ne me fais pas accompagner. J'avance un peu toute seule pour voir où est-ce que j'arrive et après, je me refais accompagner. Mais se faire accompagner, ça reste un accélérateur pour, comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, quel est le sens que je veux donner à ma vie et deux, atteindre ses objectifs. Ouais, je te rejoins complètement et je pense que comme le monde évolue vite, on a de plus en plus de coachs, de mentors, voilà, et LinkedIn en est quand même une carte postale assez impressionnante. J'écoutais un podcast avec Romain Grosjean, le pilote de Formule 1, qui disait effectivement, on a des coachs sportifs, on a tout ça parce qu'on est des sportifs, mais moi, j'ai pendant toute ma carrière eu un coach, enfin une psy, et il disait, mais je vois pas pourquoi il y a un tabou. Alors, je pense que dans le côté perso, aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de mal à accepter le fait d'aller voir un psy et même d'en parler ouvertement. Disons, voilà, c'est pas parce que je vais voir un psy, c'est juste parce que il va m'aider à faire de l'introspection et puis me poser les bonnes questions et à basculer, à trouver des réponses. Et de la même manière en entreprise, que tu sois entrepreneur ou pas, mais on va partir du principe que on parle d'entrepreneuriat, donc Ouais. quand on est entrepreneur, de se dire qui peut m'aider à quel moment et quel expert autour de moi va pouvoir me permettre de passer telle étape sur laquelle je bute depuis, comme tu dis, depuis 3 mois. Mais ça, c'est très français. Si tu regardes notre éducation française, à l'école, il faut travailler seul, il faut s'en sortir seul, il faut réussir à faire son contrôle seul. On a très peu, alors je crois que ça change un peu, mais nous, en tout cas, notre génération, on a eu très peu de trucs en commun. Mm. Tu sais, où il faut être plusieurs pour arriver à faire un résultat. Non, c'est toujours seul. Et tu demandes de l'aide à quelqu'un. Ah là là, t'es un faible, t'as pas réussi à y arriver seul. Le fameux classeur qui était Ouais, pendant les contrôles. exactement. Alors que en vrai, demander de l'aide, c'est juste faire preuve d'une ultra grande intelligence et te dire, ok, je vais pas y arriver seul, bah tant pis, je demande. Aujourd'hui, je lis beaucoup de trucs sur ChatGPT et à quel point c'est difficile dans les universités de faire le tri, etc. Que les jeunes savent plus rien faire parce ils utilisent ChatGPT. En vrai, c'est intelligent, désolé, mais la personne qui arrive à faire le truc beaucoup plus rapidement grâce à ChatGPT est beaucoup plus juste. C'est une preuve pour moi d'intelligence et pas de faiblesse. Et je pense que ChatGPT, aujourd'hui, c'est l'équivalent de la calculette, où quand la calculatrice arrivait, il y avait toute une génération qui a dit « Ah non, mais les jeunes, ils savent plus calculer, c'est n'importe quoi, etc. » Oui, mais en même temps, on a un outil pour le faire plus rapidement. Qu'est-ce que je vais m'embêter à faire moi-même le calcul et prendre un risque d'erreur alors que j'ai une calculette qui peut me le faire sans erreur. Donc, c'est juste que l'intelligence, elle n'est pas dans faire les choses seule, elle est dans arriver au résultat que tu veux. Mm.
Et c'est vraiment ce changement de paradigme qu'il faut réussir à faire. C'est pas parce que je fais les choses seule, pardon, que je suis plus intelligent que les autres, que je suis au-dessus de tout le monde, etc. Non, celui qui est le plus intelligent et qui est au-dessus de tout le monde, c'est celui qui arrive à atteindre ses objectifs et à vivre la vie qu'il veut Mmh. et qui fait sa vie. Et il faut toujours garder ça à l'esprit. Si tu te fais aider pour avoir plus de kiff, pour atteindre tes objectifs, où est le mal? Tu es juste plus intelligent que celui qui reste dans sa vie qu'il aime pas et parce qu'il veut absolument faire tout seul. Je pense qu'il y a une forme d'ego. On parlait tous les 2 Ouais. d'ego tout à l'heure, mais je pense que pour arriver à passer ce cap, il y a une forme d'ego de se dire, «Je vais réussir tout seul» et moi-même quand j'ai démarré, il y a 6 mois, je me suis dit: «Non, mais je vais réussir tout seul» parce que, ça nous paraît comme avoir beaucoup plus de valeur de se dire: «J'ai réussi tout seul. Je l'ai fait tout Ouais. seul». Alors que si, on a l'impression que si on va chercher de l'aide, on minimise un petit peu l'effort qu'on a fait et on va pouvoir entendre des petites voix, parce qu'on les voit, ces petites voix dire: «Non mais il a réussi parce qu'il avait un coach». Mais au final, c'est quoi le problème? Ouais. Je Et c'est là où moi, ce qui m'a aidé, là, s'il y en a qui écoutent, qui sont un peu dans cette histoire d'ego, quand je me suis lancée, du coup, au début, tu dis, ouais, je vais me lancer seule. Et j'ai regardé, du coup, tous ceux qui réussissaient autour de moi dans l'entrepreneuriat, etc. Et je vais chercher le point commun. Et en fait, le seul point commun que j'ai vu à tous les gens qui réussissaient, ils se faisaient accompagner. C'est comme ça qu'en fait, moi, au bout de 3 mois où j'ai essayé toute seule, je me suis fait accompagner parce que je me suis dit, en fait, si tu regardes le point commun de tous ceux qui réussissent, ils n'y arrivent pas seuls. Personne n'a réussi mmh, seul. Et tu peux prendre des grands exemples de politiciens, de grandes personnalités ou des exemples à plus petite échelle. Tous ceux qui ont réussi se sont fait accompagner. Et je trouve que moi, c'est vraiment ça qui a été le déclic mais en fait, c'est la force. Enfin, si tu veux réussir, mmh mh. il n'y a pas de secret. Ouais, je te rejoins parce que pour moi, en fait, c'est se dire: «Quelles sont mes forces?» Donc je vais jouer là-dessus Ouais. et quelle est ma valeur ajoutée? De la même manière aujourd'hui qu'on se pose la question avec ChatGPT, avec l'automatisation dans certains cas, d'avoir des assistants virtuels ou pas, c'est de se dire: «Est-ce que cette tâche-là, elle va avoir une valeur ajoutée forte ou faible? Mm. Est-ce que je peux l'automatiser ou pas? Ou est-ce que je peux l'externaliser?» Et tu parles de plein de gens qui réussissent, quand tu as regardé, de ton côté, mais finalement, tu te dis que, même les solopreneurs, on en parle de plus en plus aujourd'hui de ces business de solopreneurs, on peut avoir des ambitions, qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, un solopreneur, jusqu'à il y a pas si longtemps, quand il disait: «Bon, voilà, un freelance, je vais gagner 150 000, 200 000 € à l'année, c'est déjà très bien». Mais aujourd'hui, tu as des mecs qui font un demi million, voire 1 million et qui ont un business solopreneur, mais ils sont pas tout seuls. Ouais, ils ont des prestats. Il y a des freelances qui bossent pour eux sur certains aspects, ils ont des coachs, et en fait, ils ont juste réussi à s'entourer de la bonne manière pour maîtriser ce qu'ils doivent maîtriser là où ils sont bons. Ça peut être l'image, ça peut être, voilà, et ça peut évoluer en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Mm. Mais à un moment donné, ils ont su trouver les bons leviers, les bons outils. Moi, je le prends comme un outil. Ouais, Un coaching, c'est un outil pour pouvoir se faire accompagner à répondre aux bonnes interrogations du moment. ouais, carrément. C'est clairement. Et moi, j'ai commencé un coaching il y a 2 semaines parce que bah, j'ai voulu passer une étape et je sais qu'en 3 mois, je vais faire ce que j'aurais pu faire tout seul en 12 mois. Mm. Sauf que j'ai envie de gagner 9 mois, j'ai envie d'aller plus vite parce que j'ai hâte d'avoir fini les fondations de ma société pour me dire, là, c'est solide, je peux aller à l'étape Mm. d'après et passer à une autre étape, quoi. Ouais. Ouais, dans l'entrepreneuriat, le ROI est vraiment en plus flagrant. Enfin, je sais que moi, dès que j'investis justement sur moi dans des accompagnements, je me dis, allez, cet accompagnement, il te fait quoi? De nouveaux clients, c'est bon, il est rentabilisé. Bon, bah hop, je signe, je me pose pas de questions. Je sais qu'en 6 mois, j'aurai avoir largement plus que 2 clients grâce à cet accompagnement. Mais c'est ça, en fait. Et moi, ce qui me dérange un peu en ce moment sur les réseaux, c'est qu'on voit pas mal, je dirais pas beaucoup, mais quelques-uns qui se mettent en avant parce que le branding est fort, voilà. Mais je vois de plus en plus de posts de «Ah, ce mois-ci, j'ai gagné tant, j'ai fait rentrer 50 000 balles dans ma boîte, 100 000 balles le mois dernier», etc. Ils nous montrent les graphiques, etc. Moi, ça me gonfle. Enfin, je suis désolé, mais en fait, c'est pas parce que le mec dans son agence, pour faire des vidéos ou je ne sais pas quoi, il a fait 100 000 balles le mois dernier, que ça va me convaincre d'aller bosser avec lui. C'est complètement. Enfin, ça doit marcher avec certains, mais Ouais. moi, ça me. Toi, t'en penses quoi? Parce que je- moi, ça Ouais. me rend ouf. Alors, moi, j'ai pas d'avis, j'avais pas trop d'avis sur la question. Je l'ai fait de temps en temps parce que justement, c'est vraiment des. Je trouve que c'est des postes qui marchent, hein. Donc, les gens aiment ça. Les gens aiment savoir combien les gens peuvent gagner. Je sais que moi, ça m'a un peu aidé dans les débuts de savoir
moi, du coup, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi. À peu près, quel salaire tu peux viser? Tu sais, genre, c'est quoi un peu une fourchette? Est-ce que 10 000 euros par mois, c'est bien? Est-ce que 15 000 euros, c'est pas bien ou autre? Après, ça, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'un chiffre ne veut strictement rien dire. Mmh. Je dis n'importe quoi. Peut-être que la personne, elle a fait 50 000 euros ce mois-ci, mais en fait, elle est en lancement, donc elle va faire 0 euros les 3 prochains mois. Donc, si tu le divises par 3, déjà, tu n'as pas le même chiffre. Combien de charges elle a derrière? Si elle a fait 50 000 euros ce mois-ci, mais qu'elle a dépensé 40 000 euros en pub, en vrai, c'est un chiffre pourri. Mmh, mmh, mmh. Quel est son statut aussi social? Bref, ça dépend de tellement de trucs qu'aujourd'hui, je trouve, ça fait pas trop de sens, mais ça démontre quand même la capacité de la personne à attirer des nouveaux clients. Parce que ça reste quand même des gens qui ont acheté, même si ça veut rien dire du salaire derrière qu'elle peut se verser ou autre. Donc, je n'ai pas forcément d'avis. Je comprends l'intérêt de le faire pour le business de la personne. Je comprends que ça en intéresse certains parce que ça permet de voir, ah oui, c'est possible. Par contre, pour moi, il n'y a pas de conclusion à tirer. C'est pas parce qu'une personne a réussi à faire tant ce mois-ci qu'elle va le faire tant le mois suivant, que toi, tu peux faire pareil avec la même méthode. Ce qui marche pour l'un, encore une fois, ne marche pas forcément pour l'autre si tu n'as pas les mêmes forces que cette personne. Et voir tout ce qu'il y a derrière. Ceux qui mettent vraiment des énormes chiffres. Oh, j'ai fait un lancement à 1 million. Ok, ça a été quoi tous les sacrifices derrière? Est-ce que vraiment, si j'envie cette personne, j'aurais été prête à faire les mêmes sacrifices? Est-ce que j'aurais été prête à travailler 3 semaines, nuit, jour, soir, week-end? Non, clairement pas. C'est un peu, je trouve, le revers, le mauvais côté des réseaux sociaux. On a dit avant, le mauvais côté de Instagram, c'est qu'on montre que ce qui est beau, que Mm. voilà. Alors que finalement, la personne qui poste tous les jours, elle est malheureuse comme tout, parce qu'elle est toute seule, elle pleure. Là, sur les réseaux un peu type business comme LinkedIn, je trouve que le mauvais côté, c'est que ça manque de transparence. Ouais. Parce que, ben, ouais, j'ai fait 100 000, ok, mais comme tu parles, quel sacrifice et surtout quelle charge. Enfin, Ouais. moi qui suis un entrepreneur, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est la rentabilité. Ce que je vends à mes clients, c'est la rentabilité. Donc, c'est facile de parler de chiffres bruts. Voilà, on a des marges brutes qui sont à élever, que tout le monde ne comprend pas. Mm. Mais derrière, ce qui compte, j'étais avec ma fiduciaire hier, elle me disait, mais moi, j'ai des clients qui ne comprennent pas le niveau de marge qu'ils ont. Parce qu'ils Ouais. sont incapables de l'expliquer et ils se disent, mais on ne me l'a jamais expliqué. Donc, ces mecs-là, ils gagnent quand même de l'argent à la fin de l'année, mais ils sont incapables d'expliquer quel est l'EBITDA, quelle est la marge nette, Mm. le bénéfice net, pourquoi il n'est pas bon, où est-ce qu'ils ont perdu de l'argent, où est-ce qu'ils ont mis le mauvais curseur en termes de marge, où est-ce qu'ils ont dépensé trop. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux, bah, on t'envoie du rêve, on t'envoie plein de paillettes. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant dans ce Ouais. qu'on regarde pour se dire, non, quand tu vois sur TikTok les mecs à Dubaï, tu t'en parlais tout à l'heure, les mecs qui font du trading, gagner 10 000 balles par mois, etc. Ça n'existe pas. Quand c'est trop beau, c'est que ça n'existe Ouais. pas. Et après, ce qui est marrant, c'est que souvent sur LinkedIn, on dit ouais, le salaire moyen, c'est 10 000 balles par mois. En vrai, 10 000 balles par mois, suivant ton business model, mais ça peut ne pas être suffisant pour gagner ta vie. Alors après, Mm. chacun a sa définition de gagner ta vie, tu vois. Mais il y en a qui vont gagner 10 000 euros par mois et réussir à se tirer seulement 1 000 euros de salaire net par mois. Moi, à titre personnel, 1 000 euros de salaire net par mois, ça ne me suffit pas. Donc, il y en a qui vont dire waouh, il gagne 10 000 euros par mois, c'est incroyable, c'est ouf. Alors qu'en fait, le gars, il se paye 1 000 euros. Ouais. Donc, encore une fois, faut pas non plus, pareil, sacraliser des trucs en mode waouh, c'est trop ouf. On sait rien ce qu'il y a derrière, on n'en connaît rien. Ça se trouve, la personne, elle a pas besoin d'argent. Donc, finalement, je prends mon exemple, moi, la première. Mes deux premières années d'activité, j'avais le chômage. Ouais. Je te disais, ouais, j'ai 10-15 000 euros par mois. Top, mais en fait, je trichais entre guillemets, dans le sens où mes 10-15 000 euros, je peux les réinvestir directement dans ma boîte. J'ai le chômage, j'ai pas besoin d'argent. Donc forcément, ces 10-15 000 euros, ils n'ont pas le même effet que quelqu'un qui doit se payer un salaire, parce que moi, j'avais pas besoin de me payer de salaire. Donc je pouvais réinvestir directement. Donc encore une fois, tous les chiffres qu'on voit, ça dépend de la condition de la personne, de ce qu'elle se verse comme salaire, etc. On peut en tirer, pour moi, quasiment aucune condition tant qu'on n'a pas tout le détail, tous les chiffres, etc. Comme moi, tu as bossé dans des grosses boîtes, donc en fait, tu sais que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ouais. Et nous, on le sait, mais d'autres ne le savent pas. C'est Mm. ça qui est un peu problématique, parce qu'ils se font un petit peu avoir par tout ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu une question d'équilibre entre, on parlait de liberté tout à l'heure et on parle beaucoup d'argent. C'est un sujet qui ne doit pas être tabou dans l'entrepreneuriat, parce que forcément, on le fait pour notre mission, notre vision, etc., notre sens, notre quête de sens, mais on le fait aussi pour gagner de l'argent. Ouais. Toi, aujourd'hui, si on parle d'équilibre, liberté, argent, parce que tu peux gagner beaucoup, mais tu as peu de liberté, et c'est une balance un peu, et tu peux avoir beaucoup de liberté, et finalement gagner peu.
en étant à Bali, en gagnant 2000 balles par mois, finalement, tu peux être très, très bien. C'est quoi ton équilibre à toi? Euh, J'avoue que alors, c'est pas tant une question de. Alors, liberté, si. Quoi qu'il arrive, je veux avoir mes week-ends de libre. Ça, c'est clair et net. Je vais pouvoir partir en vacances. Mais mon référentiel le plus, c'est le kiff. Mmh. C'est-à-dire que je peux avoir moins de liberté et travailler le week-end, ça me dérange pas si je kiffe ce que je fais. Mmh. L'argent, alors j'ai de la chance. J'ai un mari qui gagne de l'argent, j'ai de l'argent de côté. En vrai, je me paye un salaire qu'il me faut, mais comme j'ai de l'argent de côté, en même temps, tu vois, si on parle de chiffres pour être transparente, moi, je me verse 1000 € par mois parce qu'en vrai, j'ai tellement d'argent, je vais passer pour une gosse de riche, mais j'ai de l'argent de côté qui fait que j'ai déjà des sous à dépenser de mes comptes perso plutôt que de me payer un gros salaire où je vais me faire ponctionner un max par l'État. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me paye 1000 € de salaire net pour moi, pour survivre. Et l'argent, je le laisse sur la boîte pour investir avec ma boîte dans de l'immobilier. Mmh. Donc en vrai, je me verse rien en salaire et tout va dans des placements ensuite avec ma boîte. Mais pourquoi je te raconte ça? Pour te dire que pour moi, du coup, c'est pas tant une question d'argent, parce que du coup, c'est pas le driver argent qui va me driver. C'est vraiment une question kiff et quand même liberté. Je te l'avais mis. J'ai envie que dans 5 ans de pas faire le tour du monde avec ma famille. Parce que ça sera pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. J'ai envie de pouvoir m'offrir ce kiff-là. Et je sais que pour ça, il faut que j'ai quand même un business qui me permette une certaine liberté de travailler d'où je veux, quand je veux, et pas tant d'heures que ça par jour. Donc ça, c'est mon objectif moyen-long terme qui me drive. Mais il y a toujours cette notion de kiff, par contre, qui est plus important que tout pour moi. C'est une question de vision, en fait. C'est qu'aujourd'hui, toi, ton objectif, il n'est pas le même que le mien. Peut-être que si, on en parlera après, mais c'est cette question de vision, en fait. C'est qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu mets en place? Quelle stratégie, finalement, parce qu'on parle beaucoup de stratégie, mais une stratégie, c'est quoi? C'est j'ai un contexte, j'ai un objectif, et quelles actions je mets en œuvre en fonction de ce que j'ai autour de moi pour pouvoir y parvenir. Certains, c'est la liberté financière, de se dire qu'à 50 ans, ils arrêteront de bosser, d'autres qui veulent faire le tour du monde dans 5 ans. Et voilà, mais c'est finalement propre à chacun. Et c'est se dire, bah voilà, on met en place certains systèmes, certaines choses pour y parvenir. Mm. Alors, tu commencerais par où le tour du monde? C'est une excellente question. Je ne sais pas trop. J'ai déjà énormément voyagé, en fait. Ok, Donc, il y a certains pays que j'ai envie de refaire. Encore une fois, ça dépend du délai. Mon gros regret à date est de ne pas avoir fait la Polynésie française encore. ok. Donc, celle-là, elle est dans la liste. En Amérique du Sud aussi, j'ai fait l'Argentine, mais je ne suis pas allée tout au sud. Ushuaia. Ushuaia, donc il y a Ushuaia qui est dans la liste, il y a l'Amérique centrale aussi. J'ai pas fait beaucoup d'Amérique centrale. L'Asie, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup rayonné, donc ça sera pas la priorité. Je veux retourner aux Philippines quand même. Ça, je veux retourner aux Philippines. Bref, l'Australie, j'ai jamais fait. Il y a toute une liste, tu vois, donc c'est encore dans 5 ans, donc il y a le temps de voir ça. Mais voilà, je veux faire un truc, par contre, pas à fond la caisse où tu vas à droite, à gauche. 5 ans, parce que je veux que mes enfants soient grands pour pouvoir marcher. Parce que mon truc, Ouais. c'est la randonnée. Hein, clairement, on va le faire en sac à dos. On va marcher, on va marcher. C'est plus lourd s'ils sont derrière. C'est plus lourd, voilà, exactement. Donc, il y aura leur sac, quoi qu'il arrive à porter. Donc, il faut qu'ils marchent quand même tout seuls. Mais ouais, c'est un projet. Mon mari aussi est bien motivé par ça. Et je trouve c'est la chance de faire de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir se dire, je peux faire mon job tout en voyageant et profiter, quoi. Je peux être qu'aligné. J'en parlais ce week-end. Mes études, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai été au Chili, j'ai été au Canada, j'étais un peu en Suisse. Et ça m'a vraiment donné envie de voyager. Et j'estime aujourd'hui que malheureusement, je n'ai pas assez voyagé parce qu'on avait d'autres priorités voilà, dans la vie. Mais aujourd'hui, ce statut et potentiellement finalement le niveau de vie que je pourrais créer à un moment donné me permettra aussi de le faire. J'adorerais me dire je pars un mois à Séoul, je pars un mois en Corée du Sud, je pars un mois au Chili et je bosse et je peux quand même bosser à distance. C'est pas que des vacances, mais tu peux très bien avoir un rythme où tu bosses le matin et puis tu Oui, c'est ça. Et tu puis, comme profites tu es en l'après-midi. décalage horaire, Exactement. ça se prête super bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui viendrait compléter aussi des envies que tu parlais de kiff tout à l'heure, voilà. Et parce que je trouve que le voyage, c'est vraiment ce qui t'ouvre l'esprit. Tu parlais de marché qui permet de créer de la dopamine. Le voyage t'ouvre l'esprit. Ah ouais. Et les personnes qui ont voyagé et qui reviennent en France ou en Suisse ont
un état d'esprit qui est complètement différent de ceux qui n'ont jamais bougé parce qu'ils n'ont jamais vu ce qui se passait ailleurs, Mm. à se rendre compte que finalement, ce qu'ils ont C'est quand même de bien. la chance. Ouais. Enfin, moi, j'ai voyagé au Chili. Quand tu reviens en France, bah, tu te dis, on a beaucoup de chance quand même, parce que les mecs là-bas, ils n'ont pas autant de chance. Hein. Ils n'ont pas le chômage, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas les aides, ils n'ont pas. Et on n'a pas cette stabilité finalement économique. Donc, quand tu voyages, ça te permet de t'ouvrir pas mal les chakras. Ouais, carrément. Moi, du coup, quand je voyage, je déteste les villes. On n'a jamais voyagé. Enfin, si, on fait quelques villes, mais bon, très peu. On va surtout dans les campagnes. Et moi, ce que j'adore, c'est les pays pauvres, justement. C'est où tu n'as pas d'électricité, tu n'as rien. Tu te lèves au lever du soleil qui est à 5 heures du matin avec les poules. Enfin, je trouve que c'est génial. Ça te fait vraiment revenir à l'essentiel et te faire prendre conscience que déjà, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir autant qu'on a ici et te faire prendre conscience des choses importantes dans la vie. Et tu vois que les gens dans les pays pauvres sont pas plus malheureux que nous. Enfin, tu vois, ils ont des attentes différentes par rapport à... différentes. Je prends juste un cas exceptionnel, vraiment, Madagascar, une région particulière où alors c'est marrant. Alors il y a forcément des raisons et le guide n'est pas capable de nous expliquer. Madagascar, il y a un pays, il y a énormément de pauvreté, mais il y a des pauvres plus pauvres que d'autres pauvres, tu vois. Il y a les pauvres qui ont décidé quand même d'aller dans des terres Ok. où il y a des rizières, il y a vachement de verdure, on peut faire des plantations, on peut manger. Et tu as une partie de la population qui a décidé de vivre dans un désert aride où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger. Donc, ce que je disais, moi, je comprends pas trop pourquoi ils montent pas juste quelques kilomètres plus haut, tu vois, là où il y a un peu plus de verdure. Mais donc, à part ces personnes-là que j'ai vraiment en tête, où il y avait vraiment rien du tout, désertique, pas d'eau, rien à manger, où je me dis là, vraiment, c'est un niveau ultra bas. Sinon, les autres, entre guillemets, pauvres qui vivent de la culture, de l'agriculture, qui sont, comment on dit, qui sont en retrait, Mhm. il y en a même qui ont l'air plus heureux que nous. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. La population qui m'a le plus marqué, c'est aux Philippines. Les gens sont d'un accueil, d'une bienveillance, d'une joie que tu ne retrouverais jamais en France, alors qu'ils n'ont rien. Ils vivent c'est même pas des maisons, dans des cahutes. Enfin, c'est Et ça te vraiment... met une claque. Ouais, ça met une claque et ça te fait prendre conscience que l'essentiel, il n'est pas dans le matériel, quoi. La course à la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus grosse... Pas ça qui te rend heureux. Hein. T'as juste besoin d'un peu de soleil, un peu de marche et puis voilà, quoi. On se rend compte depuis ces dernières années que le soleil, quand même, il t'apporte pas mal de dopamine. Ouais, exactement. Et ça, et t'as de plus en plus, moi j'entends autour de moi de ces gens qui disent, on reparle de voyage encore une fois, je vais partir en hiver. Moi j'ai ma femme, elle me dit, moi j'adore partir en hiver, partir au soleil, parce que en février, bah, là tu prends un petit peu de soleil et ça te fait du bien, alors que là c'est la grisaille, c'est compliqué, aujourd'hui il pleut, tu vois. Ça joue beaucoup sur notre Ouais. humeur. Plus que la belle montre, la belle voiture, voilà, auquel tu t'habitues et tu as toujours envie de plus, tu as toujours envie d'aller Ouais, plus c'est loin. ça. Quoi. Et si on veut aller plus loin, si on part de cette analogie, dans 10 ans, si je te repose la question, comment on se voit tous les 10 ans, Alexandra, Ouais. où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce que tu seras, où est-ce que tu as envie d'être? J'en ai aucune idée. Alors, où est-ce qu'on se retrouve? Clairement, soit je suis toujours, peut-être pas forcément à Grenoble, mais dans une région vers là où on est, quoi. Haute-Savoie, Savoie, ou peut-être même Suisse, mais en tout cas là où il y a des montagnes. Peut-être en Suisse, il y a des Peut-être en belles Suisse. montagnes en Suisse. Hein, Exactement. Soit je suis à l'étranger. Et après, qu'est-ce que je fais, honnêtement? Mais j'en ai aucune idée. J'ai envie de te dire toujours la même chose à plus grande échelle. Et encore, comme je me connais, je me dis, je vais sûrement me lasser d'ici 5 ans, tu vois. Donc, on va peut-être encore pivoter. Ce qui est sûr, c'est un peu le style de vie, tu vois. Plus que l'objectif pro à 10 ans, la vision pro est pas forcément claire. Clairement, toujours entrepreneur autour du coaching, l'accompagnement, mais accompagner quoi, qui, quand, comment, je sais pas trop quoi. Mais par contre, d'un point de vue perso, toujours un équilibre de vie. Clairement, pouvoir partir en vacances, pouvoir voyager. La grosse maison, ça me fait pas rêver, clairement. Là, on a déjà acheté une maison, ça me paraît très bien. Tu vois, 150 mètres carrés. En fait, c'est trop grand même. Tu vois, prise de conscience que Ça sert à voilà, rien. ça sert à rien. Ouais. Il y a plus de ménage qu'autre chose. C'est la mode des tiny house, hein, si tu veux. Voilà, c'est ça. Donc voilà, prise de conscience que finalement, c'est grand, en fait, 150 mètres carrés. Que le jardin, eh ben, en fait, il faut tailler les haies. Et ça, c'est sacrément relou. Donc voilà, donc à tous ceux qui rêvent d'une maison, sachez qu'il y a des contraintes. Encore une fois, on en revient toujours à chaque objectif à ses contraintes. Exactement. Donc pas une plus grande maison. Je roule dans un vieux Scénic et j'en ai rien à faire des voitures, donc pas une plus belle voiture. Clairement, il n'y a rien dans le matériel où je me dis j'ai besoin de ça en plus. Tout est plus dans l'expérience, les voyages, les montagnes, la randonnée, la famille, les amis, voilà quoi.
je peux que te rejoindre parce que c'est les objectifs que je me suis fixés à 15 ans. Moi, c'est un peu plus. J'ai 35, je me dis d'ici 50, voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre. Et vraiment, la quête, elle est plus sur ça. C'est plutôt la quête de l'expérience plutôt que le matériel, où j'ai été très matériel jusqu'à présent. Et je suis vraiment en train de basculer dans ça et la qualité de vie, parce qu'on se rend compte avec tout ce qui se passe autour de nous que la qualité de vie, elle est quand même super importante, au-delà de Ouais. l'avoir la plus belle voiture que le voisin, de pouvoir voyager, vivre des expériences, des choses. Moi, j'ai fait, l'été dernier, j'ai fait un Grand Prix de Formule 1 avec mon père. Bah, c'était génial. Voilà, j'en ai des souvenirs et j'ai encore envie de le faire. Et bah, ça a plus de valeur qu'une nouvelle montre ou Mm. d'autres choses. Et je pense que c'est ça qui doit nous driver. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, super fin. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tu ne seras pas directrice supply chain. Je pense. Non, non, là, je pense que non, clairement, ou en tout cas, vraiment, je l'aurais pas vu venir celle-là. Bon, bah écoute, on peut avoir des surprises, mais je pense que celle-ci, on peut l'écarter. En tout cas, un grand merci. C'était super de t'avoir aujourd'hui après toutes ces années. L'échange est toujours aussi fluide, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu et que tu sois la première invitée de mon podcast. Je te souhaite tout plein de bonheur, plein de réussite, et on se recontacte et on reste surtout en contact pour se donner des nouvelles de nos avancées respectives de l'entrepreneuriat. Yes, avec plaisir, Patrick. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment un super échange. J'ai adoré. J'espère que ceux qui nous écoutent adorent aussi l'échange. Et à très vite. Salut! Ciao.